I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, bass. Amis auditeurs, dans Avec ou sans parure, votre émission de débat d'idées sur Lux Radio. Vous nous écoutez à Agadir sur le 102.4, à Marrakech le 101.2. Ce n'est un secret pour personne, les défaillances d'entreprises augmentent au Maroc. Certains observateurs s'en inquiètent, plus de 8000 sociétés seraient dans ce cas de figure pour l'année 2017. Mais que veut dire le terme défaillance que l'on utilise si souvent? Et surtout, au vu de la dynamique de notre économie, ce chiffre est-il à relativiser? Si oui, nous essaierons de comprendre durant le débat pourquoi. Enfin, des entreprises en difficulté, ce n'est pas une fatalité car des solutions existent et peuvent être proposées. Nos invités nous diront ce qu'ils en pensent. Défaillance des entreprises marocaines, quelle solution peut-on mettre sur la table? Point d'interrogation. C'est donc l'intitulé de ce débat et voici les invités qui ont accepté d'y participer. Tout d'abord, Hamdi Aboul Arab, vous êtes professeur universitaire, vous enseignez la stratégie, le management et l'entrepreneuriat. Par ailleurs, vous êtes élu du PJD et vous êtes le premier vice-président de l'arrondissement de Roche-Noire. Hamdi Aboul Arab, bonjour. Merci Ismaili de l'invitation. C'est moi qui vous remercie d'être venu. Également dans le tour de table, Hicham Zoubeiri, entrepreneur, ancien président du Centre des jeunes dirigeants d'entreprise, conférencier et expert en entrepreneuriat. Vous êtes aussi professeur de commerce international dans les grandes écoles de commerce. Hicham Zoubeiri, merci d'avoir répondu présent à notre invitation et bonjour. Moi qui te remercie pour l'invitation. Également dans le tour de table, Amine Douili, responsable communication et études à Inforisque. Vous avez passé l'essentiel de votre carrière dans le domaine du consulting. Par ailleurs, vous êtes diplômé en ingénierie financière. Amine Douili, bonjour et merci également d'enrichir notre tour de table. Bonjour, juste une précision, c'est Diouri. Diouri, pardon. Effectivement. Fahd El-Mjaber, expert comptable également avec nous et commissaire aux comptes. Vous êtes spécialiste des entreprises en difficulté. Vous êtes également syndic des sociétés en redressement ou liquidation judiciaire près des tribunaux de commerce du Maroc. Fahd El-Mjaber, bonjour et merci d'avoir accepté également notre invitation au débat. Merci cher Mehdi pour l'invitation et merci de nous avoir donné cette possibilité d'ailleurs de parler d'un sujet qui est très important aujourd'hui et qui nous met ou qui met en quelque sorte le Maroc dans une situation un peu difficile lorsqu'on voit quand même le classement Doing Business, on voit que le seul point noir qui reste, c'est celui des défaillances d'entreprise. On va en parler durant ce débat et on va surtout essayer de proposer des solutions. Tout de suite messieurs, sans plus tarder, l'édito préparé par la rédaction et bien sûr on se retrouve juste après pour vos commentaires. Les entreprises marocaines sont dans leur très grande majorité de taille petite et moyenne et celles-ci sont d'une importance capitale pour le développement du tissu économique national. À cet effet, la réflexion est continue sur le moyen d'aider au développement des entreprises à travers la mise en place de politiques encourageant à l'investissement. Des mesures d'aide au financement, des mesures juridiques aussi et d'autres natures encore dans le but d'instaurer un climat favorable à l'investissement et de promouvoir la bonne gouvernance. La démarche est essentielle car elle permet de soutenir les entreprises et aider à consolider leur résilience face aux chocs extérieurs. Car en temps de crise, les entreprises marocaines connaissent la crise et ont beaucoup de fois du mal à s'en relever. Des chiffres sont souvent présentés pour témoigner de difficultés devenant quasi constantes d'entreprises se déclarant dans une situation critique. Des chiffres d'affaires qui ne cessent de s'étioler et une rentabilité à l'épreuve, surtout parmi les TPE. La crise des délais de paiement est en ce sens bien souvent avancée comme si ce n'est le seul, du moins l'un des premiers freins à la croissance des entreprises. Mais contrairement à ce qui pourrait être convenu, ni les délais de paiement, ni d'ailleurs la difficulté d'accès au financement ne seraient au premier rang des causes des difficultés souffertes par les entreprises marocaines. Le problème serait surtout, et peut-être bien avant tout ailleurs, un problème de gouvernance des entreprises familiales et des successions naturelles. Un problème aussi de transformation nécessaire et parfois lente à opérer, des transformations managériales, des transformations numériques entre autres, un problème de qualification et d'efficacité des ressources humaines et un problème d'équité encore sous le poids d'un héritage culturel à la peau dure. Les entreprises marocaines en difficulté, est-ce une fatalité? Quelles sont les difficultés? Pourquoi y a-t-il cette impression de leur récurrence? Quelles solutions à même d'apporter des réponses adéquates pour le développement d'un tissu d'entreprise qui parfois semble traîner du pied?
Quel rôle pour les centres régionaux d'investissement? Quel rôle pour le public et quel rôle pour le privé? C'est le débat que nous ouvrons avec nos invités cet après-midi dans Avec ou sans parure. Avec ou sans parure. Le débat est ouvert. Et avant de commencer, j'invite donc nos auditeurs à nous envoyer leurs questions via notre application Lux Radio iOS et Android. Je lirai donc vos questions, amis auditeurs, en direct sur notre antenne. Avant de commencer le débat à proprement parler, peut-être une première réaction à l'édito Amine Diouri. Oui, alors j'ai entendu beaucoup de choses. On parlera dans le détail des causes de ces défaillances. Alors oui, je suis complètement d'accord sur la question des délais de paiement. Oui, il y a un problème de chiffre d'affaires, oui, un problème de rentabilité, j'en ai parlé dans pas mal d'études. La question de la gouvernance, elle est importante, mais pour moi, elle passe pas en premier. Aujourd'hui, quand vous vendez et que vous êtes une TPE, vous mettez 10 mois avant de récupérer votre dû. Et pour moi, pendant ce temps-là, il faut payer des salaires, il faut payer un certain nombre de charges. Et si vous n'avez pas un bon banquier derrière, ou vous n'avez pas suffisamment de fonds propres pour couvrir tout ça, vous allez droit dans le mur. Fatem Jabal, expert comptable et commissaire aux comptes. Par rapport à l'édito, votre commentaire? Je pense que déjà, puisque vous avez évoqué justement cette question de la défaillance d'entreprise, le premier souci, c'est d'ailleurs de faire un diagnostic des entreprises. De qui on parle, de quelle entreprise on parle. Parce que si on prend par exemple juste les statistiques des entreprises qui sont en redressement et en liquidation judiciaire, malheureusement ce sont les seules statistiques sur lesquelles on peut s'exprimer pour dire que cette société ou cette entreprise est défaillante ou pas. Je pense qu'en amont, il y a beaucoup, 3, 4 fois même plus en termes d'entreprises, en quelque sorte, qui souffrent de difficultés. D'accord ? Donc ça, c'est par rapport au diagnostic. Je pense que c'est un élément très important de quelle entreprise on parle. Si on fait un diagnostic beaucoup plus large, c'est-à-dire qu'on intègre des sociétés avec des éléments des critères de difficulté beaucoup plus élaborés, je pense qu'on sera sur un chiffre qui est beaucoup plus important, malheureusement. D'autant plus que nous avons des entreprises en sommeil, puisqu'on les appelle comme ça. Tout à fait. Ce chiffre, elles sont aux alentours de 120 000 entreprises. En tout cas, plus ou moins 120 000 entreprises. Vous aurez l'occasion effectivement de vous exprimer là-dessus. Durant le débat, on reviendra sur ce chiffre aussi qui est très important. Hicham Zoubeiri, entrepreneur, peut-être une réaction aussi à l'édito. Je trouve que l'édito est assez complet. Je pense que ce sujet est un sujet très important, est un sujet d'actualité, et une émission d'1h30 ne suffit pas pour étaler c'est-à-dire le diagnostic de la situation, les causes et les solutions. En fait, c'est un sujet très plus grand que ça. Le plus important, c'est que il faut parler d'une fragilité latente de toutes les entreprises au Maroc, parce que l'entreprise par sa structure et par son organisation, c'est-à-dire elle navigue dans un environnement instable. L'environnement international est un environnement aujourd'hui instable. Donc la défaillance ou la fragilité des entreprises, ça concerne pas que le Maroc, mais ça concerne tous les pays aujourd'hui. Parce que on raisonne plus à long terme sur 5 ans, sur 6 ans, mais on raisonne sur une année. La durée de vie des produits est très limitée. La durée de vie des entreprises aussi. Et on voit que les entreprises sont très fragiles. Mais surtout au Maroc, parce que 95 ou 98% de notre tissu économique est formé des TPE et des PME. Et ces entreprises-là naviguent au Maroc, bien il faut le dire, dans un environnement qui n'est pas, où il n'y a pas une grande visibilité. On peut parler des causes de cette fragilité ou de cette précarité de nos entreprises, mais c'est-à-dire sur quoi j'insiste, c'est qu'il ne faut pas oublier que ce sont ces entreprises-là qui absorbent le chômage. Ce sont ces entreprises c'est-à-dire qui mettent de l'argent dans les caisses de l'État en payant leurs impôts, en payant c'est-à-dire toutes les choses qu'ils doivent payer. L'IS, la patente, tout ça. Donc ce sont ces entreprises-là qui permettent à l'État de fonctionner. Donc il faut mettre l'entreprise... 20% des entreprises payent l'IS. 20% des entreprises payent 80% de l'IS. Mais, bien sûr, mais il faut connaître ça d'abord pour mettre l'entreprise au sommet de toute décision de l'État ou de tous les décideurs. Je rappelle que à l'ancien gouvernement, il y avait un secrétaire d'État, je pense, qui s'occupait de la PME et de l'informel.
j'aimerais bien savoir l'impact ou la valeur ajoutée de ce département, puisqu'il a disparu dans ce gouvernement. Amin Biaboula, professeur universitaire. Alors, merci Semedi. Moi j'ai trouvé l'édito très intéressant, complet, et permet de donner à cette problématique sa dimension structurelle. Il est évident que c'est un problème qui implique beaucoup de facteurs et beaucoup d'acteurs et nous oblige à avoir une réflexion globale sur la question. Les défaillances sont à la fois pour des causes internes à l'entreprise, mais également pour des causes exogènes. Ce qu'il faut regarder avant d'entrer dans ce sujet, ce sont les indicateurs en fait macroéconomiques. Par exemple, entre 2016 et 2017, nous avons eu une progression en termes de création d'entreprises de 1% uniquement. Alors qu'en termes de perte d'entreprises et de mortalité des entreprises, le chiffre est à quelques 10% de mortalité des entreprises. Donc voilà, il me semble qu'on est réellement face à un problème majeur. En 2017, nous avons perdu 40 000 emplois nets, c'est-à-dire qu'on a détruit 40 000 emplois. Le premier créateur d'emplois, c'est évidemment les entreprises. Et même si cette question est économique, il ne faut absolument pas oublier sa dimension sociale, sa dimension relative à la stabilité du modèle de développement aujourd'hui que nous sommes en train de développer au Maroc. C'est une question stratégique au plus haut niveau et il faut trouver des solutions à ce problème. Comme j'ai dit de manière systématique, il y a un problème de compétitivité. Par exemple, les entreprises marocaines ne sont pas compétitives. Il y a un problème de délai de paiement, il y a un problème de management. Donc il y a beaucoup de problèmes sur lesquels on aura le temps de revenir dans ce débat. Alors, est-ce qu'on peut déjà, dans un premier temps, se mettre d'accord sur le fait que le mot défaillance ne veut pas dire forcément mettre la clé sous le paillasson? On en parlait un petit peu avant le début de l'émission, même si dans les faits, c'est ce qui est retenu aujourd'hui, même par une certaine presse, quand on peut lire aujourd'hui des titres du style 7000 entreprises ont déposé le bilan en 2016, ont mis la clé sous le paillasson, ont fermé, etc. Ce n'est pas exact. Ce qui est exact, la défaillance, ça ne veut pas dire forcément la faillite. On est bien d'accord, Amine Douiri. Exactement. Alors déjà, effectivement, les chiffres qui paraissent dans la presse sont les chiffres que nous publions. Ouais. Maintenant, c'est vrai, sur la composition de ce que nous appelons défaillances d'entreprise, on parle d'entreprises en redressement judiciaire et en liquidation judiciaire. C'est essentiellement ça dont on parle quand on parle de 8000 sociétés en redressement, en redressement ou en liquidation. Donc voilà, déjà ça. Maintenant, la question est de savoir, ce chiffre, vous avez parlé de relativiser ce chiffre. Ouais, bah oui. Il y a plein de moyens. Déjà, vous avez cité le chiffre des entreprises mises en sommeil. Oui, 120 000, c'est aujourd'hui des entreprises qui n'ont aucune activité ni en termes de dépôt de bilan, parce qu'il faut déposer des bilans chaque année, ces entreprises ne déposent plus. Il n'y a pas d'activité en termes d'événements juridiques, donc c'est comme on pourrait dire un patient en coma artificiel, c'est-à-dire qu'on ne perçoit plus rien, mais il est encore vivant. Donc 120 000. Derrière, les chiffres que nous citons, que nous publions chaque année, ce sont des chiffres sur les sociétés, personnes morales. Mais il ne faut pas oublier que l'écosystème des entreprises aujourd'hui, c'est environ 500 000 sociétés et 900 000 entreprises individuelles. Il faut aussi prendre en compte ces entreprises individuelles. On n'a pas de chiffres malheureusement pour mesurer ça aujourd'hui, mais bien évidemment, les 8 000 sont, à mon avis, un chiffre minimal à prendre en compte quand on parle de défaillance d'entreprise. On peut aller encore plus loin en termes de relativité de ces chiffres. Il y a à peine 10 ans, il y avait une défaillance d'entreprise pour 10 créations. En 2017, c'est une défaillance pour 4 entreprises créées. On voit bien clairement qu'il y a eu beaucoup plus, le taux de croissance des défaillances d'entreprises a augmenté de plus de 16% sur ces 10 dernières années, contre à peine 3 à 4% pour les créations. C'est ça la relation que je fais aujourd'hui. Une entreprise défaillante, 4 créées, contre 10 il y a à peine 10 ans. Fahd Mjabel, expert comptable et commissaire aux comptes, sur ce terme ou ce vocable d'entreprise en difficulté ou défaillante aujourd'hui. Peut-être essayons de mettre un peu de clarté dans tout ça. D'abord, je confirme bien sûr que malheureusement jusqu'ici, lorsqu'on parle de défaillance, on ne retient que les statistiques des entreprises qui sont mises en redressement judiciaire et en liquidation judiciaire.
Bien sûr, ce qui est beaucoup plus important, c'est de voir effectivement le champ des entreprises qui souffrent, qui ont des difficultés et auxquelles, bien sûr, on peut en quelque sorte transposer ce terme défaillance. Concrètement, vous avez évoqué bien sûr les sociétés qui sont mises en sommeil, mais je pense aussi qu'il y a un élément très important. L'essentiel des sociétés qui sont entre parenthèses défaillantes, ce sont des sociétés en principe qui ont fait appel au concours bancaire, c'est-à-dire aux emprunts bancaires. Alors dans les banques, bien sûr, il y a des départements contentieux. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en dehors des sociétés qui demandent l'ouverture des procédures de redressement qui se mettent en quelque sorte sous la protection de la justice, il y a beaucoup plus d'entreprises qui sont dans les départements contentieux des banques. Si on prend ces entreprises aussi parce qu'elles n'arrivent pas à payer bien sûr leurs dettes, si on prend aussi ces entreprises, on va se retrouver avec des chiffres beaucoup plus importants. Et ça élargit aussi le champ, on va dire, le champ visuel. On voit quand même beaucoup plus d'entreprises qui sont défaillantes, si je peux dire. Je voudrais juste apporter une précision. Quand vous parlez de redressement, la définition même, c'est le juge qui retient cette définition, c'est quand l'entreprise n'a plus d'actifs disponibles suffisants pour couvrir le passif exigible. Est en cessation de paiement. Exactement, c'est là qu'on parle de redressement à proprement parler. Oui, James Zoubedi, entrepreneur, sur cette question, pour finir le tour de table autour déjà de la terminologie, est-ce que finalement on n'essaie pas de faire peur un petit peu aux citoyens en leur disant voilà, nous avons 8000 sociétés qui seraient dans une situation tellement délicate que voilà, elle déposerait le bilan à la fin de l'année ou dans quelques mois. Est-ce que aujourd'hui l'ampleur de ce chiffre, 8000 entreprises en difficulté, est à relativiser également pour l'entrepreneur que vous êtes? Je pense que aujourd'hui on a un constat. Un fait qui est là, qui est 8000 entreprises ont fait faillite en 2017. Ben non, justement, elles n'ont pas fait faillite. Elles sont en difficulté. Je vais m'expliquer, je vais vous donner plus. C'est 40 000 emplois perdus, comme a dit professeur Boularb. C'est 40 000 emplois perdus à cause de cette situation. Alors qu'on est en train de faire la promotion de l'emploi et essayer un petit peu de chercher à absorber tous ces générations en fait de lauréats et de diplômés qui viennent sur le marché du travail. Dans ces 8000 entreprises, c'est 90% de liquidation et 10% de redressement judiciaire. C'est des chiffres d'eux. C'est des chiffres de la presse que nous avons. En fait, c'est nos chiffres. Ouais. C'est vos chiffres. Donc c'est Inforis. Oui, j'ai eu ça sur c'est plus 8,5% par rapport à 2016. Et si on prend l'exemple de 2009, c'est seulement on a eu 2462 entreprises qui ont déclaré faillite. Alors que cette année, on est à 8000. Donc, on voit qu'il y a bien, soit les entreprises se déclarent de plus en plus en faillite, donc c'est pour ça qu'on a ce chiffre, cette augmentation, soit c'est une situation, mais si on voit de près, en fait, ce sont vos chiffres, c'est quel secteur d'activité? On est beaucoup plus dans le commerce, je pense, et le BTP et l'immobilier. Oui. Donc, c'est logique, parce que ce sont des secteurs qui ont connu une bulle pendant les années 2000. Aujourd'hui, il y a mais l'essentiel, c'est que le constat est là. Moi, je voudrais intervenir sur un point très, très important. C'est, on a lié, en fait, cette situation par rapport à la création d'entreprises. Oui. C'est-à-dire, moi j'ai travaillé pendant 10 années sur la promotion de l'entrepreneuriat chez les jeunes. Et j'ai eu c'est-à-dire les questions que je recevais chez les jeunes, c'était et si jamais je veux fermer ma boîte? Et si jamais je veux changer d'activité? Et si jamais je veux plus devenir entrepreneur? Qu'est-ce qui va m'arriver? En fait, c'est ça l'objectif. On a trouvé que parmi les freins à l'entrepreneuriat, c'est le traitement qui est fait aux entreprises en défaillance. C'est-à-dire quel traitement nous faisons? Est-ce qu'on les accompagne pour les aider, pour les faire sortir de cette situation, ou les euthanasie carrément pour en finir une fois pour toutes? C'est ça le dilemme, et c'est ça la question qu'on doit traiter. Amin Berboula, la professeure universitaire. Alors juste pour revenir sur les chiffres, apparemment, donc il y a 90% d'entreprises en liquidation et 10% en redressement judiciaire. Enfin, moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir le fond. Il me semble qu'on est sur un même processus et un même phénomène, c'est-à-dire que ces entreprises-là sont en difficulté, ils ont du mal à faire face à leurs engagements et à leur endettement.
En plus d'avoir un des points, je dirais, noirs sur le tableau du Doing Business, à savoir le processus de la liquidation judiciaire qui est très complexe, qui prend du temps et qui n'est pas efficace. Donc, quel que soit le chiffre, et est-ce que c'est en liquidation ou en redressement, il me semble que ce sont des chiffres très importants. 8 000 entreprises sur 72 500 créées en 2017, c'est un chiffre très important, surtout si on le ramène au pourcentage d'évolution du nombre d'entreprises créées, par exemple, entre 2016 et 2017, qui n'est que de 1%. En fait, on a créé 50 entreprises de plus entre 2016 et 2017. Mais excusez-moi, mais cette année était une année 2016-2017, j'entends, était une année particulière parce qu'on a eu un taux de croissance qui est relativement assez bas. On était aux alentours de 1%, 1,5% de croissance, et donc il y a une corrélation. En 2016, donc il y a une corrélation à faire entre le taux de croissance qu'a connu le Maroc et le nombre de créations d'entreprises, ce qui est tout à fait logique. Merci Semedi d'évoquer le taux de croissance au Maroc, qui est un taux qui reste malgré tout pour un pays en voie de développement faible, voire très faible. Si nous souhaitons vraiment être un pays en émergence, il faut que l'État, il faut des stratégies nouvelles, il faut de l'intelligence. Ce problème de la défaillance des entreprises traduit notre incapacité tous que nous sommes, État, acteurs privés, universités, centres de formation, centres d'investissement, à mettre en place un processus qui va permettre à des entreprises, à des entrepreneurs, à des acteurs efficaces d'émerger et de faire face justement à la concurrence internationale, parce que le Maroc aujourd'hui est un pays ouvert. D'accord, et les entreprises marocaines sont en concurrence avec les entreprises marocaines, mais également internationales. C'est ça le défi. Et surtout, si l'on ramène ce taux de croissance marocain à son efficacité en termes de croissance dans la création d'emplois. La croissance marocaine a perdu de son efficacité en termes de création d'emplois. Entre 2000, par exemple, et 2009, un point de croissance créé 38 000 nouvelles postes d'emploi. Aujourd'hui, un point de croissance ne crée que 11 000 emplois. Évidemment, l'efficacité en termes de productivité, la mécanisation, l'usage des nouvelles technologies est un facteur important. Le gain en productivité, plus on gagne en productivité, plus on se débarrasse de la main-d'œuvre. D'accord ? Ça peut être un facteur, c'est peut-être un facteur positif. Qui traduit une sorte de gain de productivité dans l'économie marocaine, mais aujourd'hui, tout le monde est d'accord pour dire qu'il y a un problème dans le moteur de la croissance marocaine. Le rapport sur les centres d'investissement régionaux est accablant et signifie qu'il y a un problème de gouvernance, non pas des entreprises, mais du système économique marocain. Eh ben on va essayer un petit peu de prendre, de mettre en place les priorités. Vous voulez réagir, Amine Diouri? Oui, je voulais quand même préciser une chose qui est importante. Quand on parle de 8000 sociétés défaillantes, à 99%, ce sont des TPE. Donc, elles n'ont aucune problématique d'export, elles n'ont aucune problématique avec l'international. Tout concerne l'environnement local. C'est l'environnement proche qui est important. C'est-à-dire, concrètement, il n'y a même pas une question de gouvernance. Généralement, un entrepreneur, il est tout seul et il essaye de vendre ses produits à une clientèle proche. Sa problématique, c'est de vendre. Et après avoir vendu, c'est d'encaisser. Pour moi, il faut se focaliser sur ces problématiques de TPE. Si on veut faire baisser demain ces statistiques, il faut s'attaquer aux problèmes de la TPE. Les grandes entreprises aujourd'hui, effectivement, ce sont celles qui sont le moins touchées par ces questions de défaillance, hormis la Samia dans un cas particulier. Et ce sont elles qui effectivement aujourd'hui créent de l'emploi au Maroc avec les grands plots, les secteurs mondiaux, etc. où le Maroc est performant. Mais ça ne concerne qu'une poignée d'entreprises. La très grande majorité, ce sont des TPE, et ce sont elles qui sont aujourd'hui le plus touchées. Et donc pour vous, est-ce que ça serait par exemple juste de dire que le cœur du problème, finalement, c'est les délais de paiement, puisque on sait que, et je pose la question, je vous laisse répondre, mais on sait que pratiquement les 2/3 de l'investissement au Maroc, c'est le public qui le porte. On sait que l'État est mauvais payeur. Donc à partir de là, les entreprises, les TPE et les PME, qui traitent avec l'État, se mettent
en difficulté forcément sans le vouloir quelque part. Donc le cœur du problème, c'est le délai de paiement, même si il y avait effectivement une loi qui a été votée en ce sens. Exactement, mais d'ailleurs les statistiques le montrent. On regarde par exemple le taux très élevé de défaillance au premier trimestre 2017. Il est dû à quoi? Il y avait un problème de gouvernement à ce moment-là. Il n'y avait pas de gouvernement, les marchés publics étaient bloqués, les délais de paiement se sont allongés et on a vu une hausse spectaculaire des défaillances au premier trimestre. Un lien de corrélation qui est direct. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, clairement, le délai de paiement, c'est une problématique. On voit que les courbes de délai de paiement et de défaillance évoluent de la même manière. Pour moi, c'est une évidence de dire qu'aujourd'hui, le problème principal des entreprises, et en tout cas de la TPE-PME, c'est la question des délais de paiement. Et malheureusement, il y a eu une première loi en 2011 qui n'a servi strictement à rien puisqu'elle n'a pas été appliquée. Il y a eu une nouvelle. Elle n'a pas été appliquée justement. Malheureusement, la question des délais de paiement, c'est aussi une question de rapport de force. Vous êtes une petite entreprise, vous avez un client qui est plus gros que vous, une PME ou une grande entreprise. Ouais. Vous allez voir cette grande entreprise, vous lui dites « Ok, je veux bien travailler avec vous, mais à une condition, c'est que je vous paye dans 6 mois. » Vous voulez faire du chiffre d'affaires, vous voulez vendre tout simplement, vous êtes obligé d'accepter les conditions. Évidemment, la loi, elle passe à la trappe suite à cela. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'obligation à proprement parler. C'est pas un problème de loi, dans ce cas, c'est un problème des acteurs économiques. C'est un problème d'application de la loi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qui change par rapport à la nouvelle loi, la nouvelle mouture de la loi, c'est que clairement, même si vous décidez, par exemple, en tant qu'entreprise, vous avez un client, vous décidez de ne pas appliquer les pénalités, derrière, le fisc vient chez vous et il va regarder justement les clients qui payent en retard et ce sera appliqué automatiquement. Mais Amine Diouri, est-ce que vous ne pensez pas que c'est aux PME et aux TPE de s'organiser pour créer une sorte de groupement ou de fédération, si vous voulez, pour que justement ces PME puissent peser sur le marché et sur l'économie nationale, et que à ce moment-là, on leur dise pas vous êtes faible et donc à partir de là, on va vous bouffer tout cru. Excusez-moi de l'expression un peu familière, mais à un moment donné, il faut aussi s'organiser. L'État ne peut pas tout faire, la loi ne peut pas tout faire. C'est aussi les acteurs économiques qui doivent décider de leur sort. Mais malheureusement, est-ce que vous êtes d'accord avec ce point de vue, ou est-ce que vous en avez un autre qui est Non, je suis complètement d'accord, mais malheureusement, la TPE, c'est la partie la moins audible aujourd'hui. On écoute les grandes entreprises parce que c'est celles qui vont créer le plus d'emplois. Elles sont bien représentées au niveau patronal. La TPE, aujourd'hui, à part la Confédération des TPE, bon, c'est vrai, mais on l'entend pas trop. Les grandes entreprises ne créent pas beaucoup d'emplois, je suis désolé. Statistiquement, ce sont les TPE. En tout cas, ce sont elles les PME. En tout cas, les emplois qui seront créés, ce sera pas la TPE, ça c'est évident. Les emplois qui sont créés aujourd'hui, ce sont les grandes entreprises et les PME qui se portent plus ou moins bien. Après qu'il y ait destruction d'entreprises et donc destruction d'emplois, après on est dans la question de la conjoncture globale, mais ce sera certainement pas la TPE qui créera, malheureusement. Fadem Jabal, expert comptable et commissaire aux comptes, vous êtes d'accord, la problématique des délais de paiement, c'est le centre du débat? Oui, entre autres, en quelque sorte. Moi, je voudrais juste revenir sur cette question, puisque le plus important, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est justement d'avoir un diagnostic beaucoup plus clair. Je pense que déjà par rapport aux comparaisons, lorsqu'on parle d'entreprises défaillantes ou contre entreprises nouvellement créées, je pense que c'est pas très cohérent en quelque sorte. Pourquoi? Il suffit juste de voir que les créations d'entreprises, 5 ans après, on a beaucoup d'entreprises qui ferment la porte. On peut pas en quelque sorte comparer ces deux éléments-là. Par contre, ce qui se passe justement, l'approche un peu dans quelques autres pays à l'international, c'est que par exemple, on compare emplois perdus contre emplois créés. Justement, ça c'est... Pour avoir le solde net. Tout à fait. On compare aussi les emprunts accordés contre les dettes en souffrance. Ça, c'est pour rentrer beaucoup plus dans le détail. Et également, et ça c'est plus important, par exemple aux États-Unis, on compare les entrepreneurs qui ont subi justement les procédures de redressement et de liquidation contre ces mêmes entrepreneurs. Est-ce qu'ils ont créé d'autres entreprises après? C'est ce qu'on appelle le rétablissement professionnel. Ça, c'est ce qui permet un peu de donner l'image, ou plutôt de donner un peu le sens en quelque sorte à l'efficacité des procédures, l'efficacité du contexte économique et juridique, etc. Hicham Zoubaidi, entrepreneur. Moi, je voulais intervenir par rapport au délai de paiement. Je pense que pourquoi la loi n'a pas été appliquée, c'est parce que l'État n'a pas pu respecter cette loi. C'est-à-dire que l'État ne paye pas ses créanciers à 60 jours.
Et déjà, elle n'était pas dans la première mouture, elle n'était pas impliquée par exemple. Comment vous voulez, alors que tout à l'heure vous avez parlé c'est-à-dire que des entreprises qui sont en relation avec l'État directement, c'est-à-dire qui fournissent l'État, les fournisseurs de l'État qui ont ce problème de paiement. Non, ça fait un effet de boule de neige, parce qu'il y a aussi les sous-traitants, les entreprises qui sont en relation avec ces entreprises-là qui souffrent je pense qu'on a battu un record au niveau mondial, c'est-à-dire au niveau des délais de paiement. C'est quand je parle avec, c'est-à-dire des fournisseurs ou des clients que nous avons à l'étranger, en Europe notamment, c'est impossible, c'est insensé de parler de 120 ou de 180 jours. Ça n'existe nulle part, ça n'existe qu'au Maroc. Je pense que c'est un point précis. Et on est sur 10 mois, on n'est plus sur 180 jours. On est sur 6 mois. On parle 10 mois en moyenne pour les TPE. Je pense que le poste fournisseur aujourd'hui, c'est le premier Exactement. Le poste qui finance l'entreprise. Tout à fait. Avant la banque. Surtout que l'État est le principal investisseur au Maroc. Ah mais justement, c'est ce que je disais tout à l'heure. Les deux tiers de l'investissement au Maroc se font à travers justement l'investissement public. Donc finalement, ce qui reste, c'est 33% pour le privé. Aujourd'hui, si vous voyez par exemple la filière de l'électricité, il y a beaucoup d'entreprises qui ont mis la clé sous la porte parce que l'ONE a eu des difficultés de paiement sur ses clients directs et après ça fait répercussion sur les autres entreprises. Moi, je voudrais juste donner, c'est-à-dire rendre justice à l'entrepreneur, parce que pour répondre à votre remarque, pourquoi les TPE ne s'organisent pas pour défendre leur... Je pense que l'entrepreneur a beaucoup plus de tracasseries et de problèmes à gérer au quotidien. Au niveau de récupérer son argent, c'est pas une tracasserie. Non, importante. mais bien sûr. Je pense que c'est ça. Si j'étais entrepreneur, c'est la première question que je me poserais. Oui, mais c'est pas. On va pas la défendre au niveau macro, c'est-à-dire. Je pense qu'il y a un législateur, il y a des élus, il y a des chambres de commerce, il y a des organisations qui sont aptes à défendre ce genre de thématiques sur un autre niveau. Mais lui, il frappe à la porte de ses clients. Mais manifestement, ça ne marche pas. Hichem Zoubeiri, donc il va falloir. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on veut? Aujourd'hui, il faut se décider qu'est-ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut mettre l'entrepreneuriat et l'entreprise comme axe principal dans notre développement économique, ou parce que de toute façon on a fait le choix depuis les années 60 d'être un pays libéral. Donc on encourage l'initiative privée, on encourage l'entrepreneuriat. Donc il faut accompagner cet entrepreneur à réussir sa TPE ou sa PME ou sa grande entreprise. Le plus important, il faut encourager ce secteur parce que ça absorbe le chômage et c'est le salut pour notre économie. Ouais. Abdel Boularab, est-ce qu'il y a une solution pour vous par rapport à cette question de délai de paiement? Parce que ça fait des années qu'on traîne le même boulet. C'est-à-dire qu'on nous dit l'État est mauvais payeur, les entreprises prêtent de l'argent et puis finalement il y a un effet boule de neige. Je pense que nous sommes sur des créances interentreprises de 300, 350, 380 milliards de... Bon, il a les bons chiffres pour tout. Donc 380 milliards de dirhams, ce qui est quand même assez important. Et donc ça crée tout un problème qui finalement ne fait que durer à travers le temps. Abdel Boularab, la loi n'est pas suffisante. Qu'est-ce qu'il faut? Alors, je souhaite d'abord préciser qu'au niveau de l'État, il y a eu une loi qui a été mise en application à partir du 1er janvier 2016 sur les délais de paiement justement, et cette loi elle a prévu les intérêts moratoires. Tout retard au-delà de 60 jours commence à produire des délais moratoires. Des intérêts moratoires, pardon. Alors, ça veut dire tout simplement qu'à partir de la date de la certification d'une dépense, certification, c'est-à-dire la remise par exemple d'une facture, l'attachement d'un travail qui a été fait, d'un aménagement par exemple, l'entreprise est en droit à recevoir une indemnité moratoire à partir du dépassement d'un délai de 60 jours. Mais dans la réalité terrain, excusez-moi de vous interrompre, on est en train de nous expliquer que les entreprises, les petites surtout, les PME et les PMI ne peuvent pas demander ces intérêts moratoires parce qu'elles ont peur de perdre leurs clients par exemple, parce qu'il y a un retour de manivelle qui fait qu'elles-mêmes quelque part se rétractent par rapport à cette possibilité sur ses clients directs et après ça fait répercussion sur les autres entreprises. Moi je voudrais juste donner, c'est-à-dire rendre justice à l'entrepreneur, parce que pour répondre à votre remarque, pourquoi les TPE ne s'organisent pas pour défendre leur... Je pense que l'entrepreneur a beaucoup plus
de tracasseries et de problèmes à gérer au quotidien. Au niveau de récupérer son argent, c'est pas une tracasserie Non, importante. mais bien sûr. Je pense que c'est ça. Je pense entrepreneur, c'est la première question que je me poserais. Oui, mais c'est pas. On va pas la défendre au niveau macro, c'est-à-dire. Je pense qu'il y a un législateur, il y a des élus, il y a des chambres de commerce, il y a des organisations qui sont aptes à défendre ce genre de thématiques sur un autre niveau. Mais lui, il frappe à la porte de ses clients. Mais manifestement, ça ne marche pas. Hicham Zoubeiri, donc il va falloir. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on veut? Aujourd'hui, il faut se décider qu'est-ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut mettre l'entrepreneuriat et l'entreprise comme axe principal dans notre développement économique, ou parce que de toute façon on a fait le choix depuis les années 60 d'être un pays libéral. Donc on encourage l'initiative privée, on encourage l'entrepreneuriat. Donc il faut accompagner cet entrepreneur à réussir sa TPE ou sa PME ou sa grande entreprise. Le plus important, il faut encourager ce secteur parce que ça absorbe le chômage et c'est le salut pour notre économie. Ouais. Amni Aboularab, est-ce qu'il y a une solution pour vous par rapport à cette question de délai de paiement? Parce que ça fait des années qu'on traîne le même boulet. C'est-à-dire qu'on nous dit l'État est mauvais payeur, les entreprises se prêtent de l'argent et puis finalement il y a un effet boule de neige. Je pense que nous sommes sur des créances interentreprises de 300, 350, 380 milliards de... Bon, il a les bons chiffres pour tout. Donc 380 milliards de dirhams, ce qui est quand même assez important. Et donc ça crée tout un problème qui finalement ne fait que durer à travers le temps. Amni Aboularab, la loi n'est pas suffisante. Qu'est-ce qu'il faut? Alors, je souhaite d'abord préciser qu'au niveau de l'État, il y a eu une loi qui a été mise en application à partir du 1er janvier 2016 sur les délais de paiement justement, et cette loi elle a prévu les intérêts moratoires. Tout retard au-delà de 60 jours commence à produire des délais moratoires. Des intérêts moratoires, pardon. Alors, ça veut dire tout simplement qu'à partir de la date de la certification d'une dépense, certification, c'est-à-dire la remise par exemple d'une facture, l'attachement d'un travail qui a été fait, d'un aménagement par exemple, l'entreprise est en droit à recevoir une indemnité moratoire à partir du dépassement d'un délai de 60 jours. Mais dans la réalité terrain, excusez-moi de vous interrompre, on est en train de nous expliquer que les entreprises, les petites surtout, les PME et les PMI ne peuvent pas demander ces intérêts moratoires parce qu'elles ont peur de perdre leurs clients par exemple, parce qu'il y a un retour de manivelle qui fait qu'elles-mêmes quelque part se rétractent par rapport à cette possibilité que leur offre la loi. Alors qu'est-ce qui reste à faire? Alors, je vous réponds, c'est Mehdi. Les intérêts moratoires sont automatiques en fait. C'est le système en fait du Trésor public qui les génère automatiquement. Dès que vous êtes en retard, il y a un intérêt moratoire qui est donc c'est un argument qui ne tient pas quand on dit qu'on ne peut pas le faire pour ne pas perdre un client. Il y a d'autres problèmes. Par exemple, le retard, les arriérés de TVA aujourd'hui sont à hauteur de 30 milliards de dirhams. L'État aujourd'hui, c'est de l'argent qui dort. C'est de l'argent qui existe. L'État doit aux entreprises publiques 20 milliards de dirhams et il doit aux entreprises privées 10 milliards de dirhams. Je peux vous confirmer que 10 milliards de dirhams, si on les insuffle dans le privé, si on insuffle 20 milliards de dirhams dans le public, ça va faire beaucoup de bien à toutes les entreprises et dans tous les circuits. Parce que c'est de l'argent dû aux entreprises. Et l'État aujourd'hui, il fait encore mariner les entreprises, surtout avec ce qu'on appelle l'écart en fait de taux. L'ONE achète à 20%, ils vont à 7%. Donc, même si l'État lui rembourse, il va toujours y avoir un arriéré de TVA très important au bénéfice de l'ONE auprès de l'État. Donc, il faut que l'État prenne sa responsabilité à ce niveau-là. Il faut que l'État prenne sa responsabilité au niveau des délais de paiement, non seulement des collectivités publiques, territoriales. Lorsque vous dites, excusez-moi, il faut que l'État prenne ses responsabilités, l'État c'est qui? L'État c'est le gouvernement. C'est le gouvernement. Je parle des 30 milliards de TVA. C'est un problème. Vous invitez par exemple les parlementaires à voter pour... Non, c'est pas les parlementaires. La loi existe. Ouais. Elle a été votée. Le paiement des arriérés a été décidé en 2014, mais ça n'a pas bien fonctionné. Boussaïd a fait une déclaration. Juste pour que je puisse vous suivre, qui peut débloquer la situation? Parce que quand vous dites l'État, c'est tout le monde, c'est-à-dire même les citoyens, même le gouvernement, les parlementaires, enfin tous ceux qui constituent le problème de la TVA, c'est le gouvernement aujourd'hui.
Boussaïd a fait une déclaration le 22 janvier. C'est l'économie des finances. Ouais. Absolument. Il a déclaré qu'une grande décision allait être prise pour les arriérés de TVA. Nous sommes dans l'attente de cette décision. Ça a été annoncé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'est plus dans les faits d'annonce. Le ministre de l'économie a annoncé que l'État s'engageait à rembourser. Il y a un montage qui est aujourd'hui sur la table qui fait que c'est les banques aujourd'hui qui vont prendre en partie la responsabilité de rembourser cette arriéré de TVA. Mais là où il y a un problème, mais aucun montant n'a été fixé pour l'instant. Non, c'est pas ça. Il y a tout un processus qui est prêt. À partir du 1er mars, ce process va fonctionner. Le seul problème, c'est que le coût de ce montage est supporté par l'entreprise. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on parle d'un système d'affacturage. C'est-à-dire que concrètement, l'entreprise va aller voir sa banque. La banque va prendre contact avec la DGI. La banque, à un moment donné, débloque les fonds, mais il y aura un coût de 3,5% sur le montant à facturer qui sera payé, supporté par l'entreprise. Et c'est ça où il y a un petit problème, parce que l'arriéré de TVA, elle est due à quoi ? Elle est due comme l'État qui doit payer. Dire. Exactement, c'est à l'État de supporter cette charge. Il y a un transfert de charge. Exactement. Il y a un transfert de charge Alors, si je peux juste terminer mon intervention. Alors, pour le reste, à savoir les collectivités territoriales, les entreprises publiques, il faut qu'il y ait du sérieux dans le respect de ces délais de paiement. Comme a dit Fahd, l'État, en fait, est le premier investisseur aujourd'hui. Il a engagé cette année 190 milliards de dirhams. C'est beaucoup d'argent. Et cet argent donc une partie ne sera a été programmé parce qu'il existe. C'est de l'argent qui existe. Sauf que je peux vous confirmer aujourd'hui. C'est rarement mis sur la table. Le montant est rarement mis sur la table d'une manière totale et complète. Alors je peux vous donner un exemple. Aujourd'hui, pour l'arrondissement Roche-Noire, 10 millions de dirhams aujourd'hui ont été reportés de 2017 à 2018. On n'a pas pu les dépenser. Et même sur les dépenses pour lesquelles des travaux ont été entamés, un pourcentage que je n'ai pas envie de révéler, important de non-paiement est encore en cours. Donc, il y a un problème de gestion et de management de la dépense publique. Et il n'y a aucune raison pour que de l'argent reste dormant dans les comptes des collectivités publiques et territoriales, alors que d'autres entreprises, les entreprises sont en train d'étouffer, de ne pas avoir de quoi payer leurs engagements. Et j'ai des exemples d'entreprises qui ont fait leur travail et elles ont cessé toute activité à partir du 1er janvier 2018 dans l'attente que le budget soit débloqué, qui ne sera en fait effectif que vers juin. Donc regardez le délai qu'il faut attendre. Donc il y a un problème de gouvernance, d'efficacité, de rapidité, et pour en finir avec cet argent qui dort et qui doit revenir à ses ayants droit. Donc ça, on parlait donc de la TVA et de la proposition qui est émise en tout cas aujourd'hui par le gouvernement en attente d'une application. Amine Diouri, est-ce que il y a d'autres possibilités aujourd'hui qu'on peut proposer aujourd'hui, qu'on peut mettre dans le cadre de ce débat en tout cas dont on peut débattre tout de suite? Juste un message de Nada de Rabat qui nous dit: ce n'est pas vrai, les intérêts moratoires ne sont pas du tout systématiques. J'ai été payé après un retard de 11 mois sans un sou en plus ou de plus normalement. Donc qu'est-ce qu'on peut dire à ça finalement, entre la théorie et le débat et la pratique d'une auditrice qui a vécu l'expérience. Non, il n'y a pas de contradiction pour une raison très simple. La loi 2011, elle n'était pas appliquée, l'État ne faisait pas partie du cadre de la loi. C'est-à-dire que les entreprises publiques n'avaient pas à payer d'intérêts moratoires ou de pénalités. Ça commence en 2018, 2019 2019, les entreprises publiques seront aussi concernées. 2018, normalement, c'est depuis le 1er janvier 2018. Depuis 2018. On parle de la loi 49-15. Il y a deux volets. Il y a le volet entreprise privée. Là, il y a un gros problème quand même. Il y a un problème d'arrêté. C'est-à-dire qu'on sort une loi globale où on dit il y a un délai de 90 jours à respecter, à ne pas dépasser. Il y a des pénalités à payer, sauf que aujourd'hui, on ne sait pas quel taux il faut payer. Il y avait des arrêtés qui devaient être publiés, qui ne l'ont toujours pas été, ce qui fait que la loi aujourd'hui est inapplicable. La question des intérêts. D'où l'importance de reparler de nos parlementaires, puisque c'est les parlementaires qui font la loi, c'est les législateurs, c'est pas les ministres. Et pire que ça, la loi, elle est applicable. En fait, depuis le 22 septembre 2017, cette loi est entrée en vigueur et aujourd'hui, normalement, on devrait l'appliquer, mais on ne l'applique pas puisqu'il manque des éléments essentiels. C'est ça le vrai problème. Comment on commence par régler ce problème? Fahd Jabr, expert comptable et commissaire au compte, une proposition par rapport à cette problématique de délai de paiement? Je pense déjà, et quand même, il faut rendre
on va dire, il va rendre hommage au gouvernement parce que le fait déjà de proposer une solution, une option pour cette question de TVA, c'est-à-dire intégrer un peu même les banques, ou plutôt le GPBM, et créer ce mécanisme d'escompte, ou comment on l'appelle, ce mécanisme d'affacturage, c'est l'une des solutions quand même pour dégager en quelque sorte ou insuffler de l'argent aux entreprises. Ça c'est important parce que quand même on n'est pas très inactif, hein, on travaille quand même pour aider les entreprises dans ce sens. Tout à l'heure vous avez dit que c'est qui supporte le coût, etc. Les entreprises aussi, c'est juste une démarche volontaire, c'est-à-dire que les entreprises qui souhaitent pas aller chez les banques pour escompter leur TVA, bien sûr, elles peuvent toujours attendre. Alors là, c'est quand même, on crée des solutions. C'est ça le plus important, c'est de créer les options aux entreprises. Et ça, c'est important. Qu'est-ce que vous répondez à Nabil de Casablanca qui dit le gouvernement fait encore le bonheur des banques avec l'affacturage? Je pense que les banques est un acteur incontournable. Alors si le gouvernement ne traite pas avec les banques, il va traiter avec qui? Hicham Zoubeiri, entrepreneur, vous êtes d'accord? Moi, je voudrais bien rebondir sur cette question parce que pourquoi on fait supporter aux entreprises alors qu'on parle de compétitivité des entreprises? Je pense qu'au lieu de traiter le mal, on rajoute encore parce que alors c'est le luxe, c'est une option. C'est le luxe si vous voulez, sinon vous mourrez. Voilà. Non, c'est pas. Je pense que c'est injuste. Supporte ces taux d'intérêt auprès des banques. Et moi, j'aimerais bien intervenir auprès des banques aussi pour que les banques sortent de c'est-à-dire de leur casquette commerciale, parce que ce sont des acteurs financiers très importants au niveau de l'économie. Donc, ils doivent sortir de cette option commerciale et prendre une option beaucoup plus de conseil, d'accompagnement des TPE, des PME, parce que le but et la finalité en général, c'est quoi? C'est que ces TPE et ces PME soient compétitives pour qu'elles puissent durer dans le temps et créer plus d'emplois. En fait, je n'admets pas qu'on puisse régler un problème de TVA sur le dos des entreprises, parce que ce sont les plus, c'est-à-dire celles qui perdent le plus dans cette histoire. Non, il faut revoir, et cette option pour moi, il faut qu'elle soit revue pour que l'entreprise, pour qu'on garde et pour qu'on protège la compétitivité des entreprises et que les banques puissent proposer autre chose que des produits financiers. Hicham Zoubeiri, entrepreneur, et vous, qu'est-ce que vous pensez, qu'est-ce que vous proposez justement par rapport à cette problématique de délai de paiement? Qu'est-ce qu'on peut aujourd'hui dire au gouvernement, aux parlementaires pour essayer de débloquer la situation? Ça dure depuis des décennies, je le disais tout à l'heure. En fait, quand on parle de l'État, il y a la partie législateur, la partie État et la partie opérateur économique. Un agent économique. L'État est un opérateur économique, est un agent économique comme une entreprise. Donc dans le circuit économique, l'État est un acteur, il peut acheter, il peut vendre. Il doit respecter la loi. C'est rien, c'est-à-dire c'est pas aussi difficile que ça. C'est-à-dire payer les gens dans les 60 jours ou les 90 jours pour que l'activité économique et pour qu'il y ait un souffle, puisqu'on parle du premier investisseur au Maroc, c'est l'État. Donc vous voyez que c'est-à-dire c'est un acteur très important et c'est un acteur économique qui doit traiter avec les entreprises comme les entreprises traitent avec. On a laissé à l'État le temps de se préparer à cette entrée 2018, puisque l'État aussi est concerné par ces délais de paiement à travers la loi qu'on a évoquée tout à l'heure. Aujourd'hui, il manque des textes d'application. Est-ce que clairement, Hicham Zoubeiri, entrepreneur, on peut parler de manque de volonté politique? C'est pas une manque de volonté, c'est beaucoup plus. Je pense qu'il y a deux horloges. Il y a une horloge économique et une horloge de l'État qui ne fonctionnent pas au même rythme. L'entreprise aujourd'hui, c'est une question de vie ou de mort. C'est-à-dire soit on intervient et on prend des décisions et on donne plus c'est-à-dire de pouvoir aux entreprises pour qu'elles puissent chercher de la compétitivité, améliorer leurs offres, soit on attend les décisions de l'État et du législateur et des lois, etc.
et on va avoir des chiffres beaucoup plus importants que ce qu'on a aujourd'hui en termes de défaillance d'entreprise. Amine Diouri, responsable communication et études à Inforisque, d'autres problèmes se posent aussi pour expliquer, on va dire, ces défaillances d'entreprise. C'est par exemple les capitaux relativement assez faibles de nos PME, PMI qui rentrent, on va dire, sur le marché économique en travers des entreprises ou autres, mais qui n'ont pas forcément les reins solides pour supporter justement des délais de paiement ou des accidents qui peuvent être inhérents à la pratique quotidienne d'un business. Concrètement, est-ce que lorsque on permet à des sociétés de se créer avec un capital de 10 000 dirhams, je pense aux alentours de 10 000 dirhams, est-ce que ce n'est pas aussi un problème? Parce qu'on facilite l'accès, mais en même temps, on les met en difficulté parce que le fonds de roulement n'y est pas. Et c'est une très bonne question parce que c'est exactement le cas. J'avais publié un chiffre qui disait qu'aujourd'hui, 45% des entreprises qui se créent se font un capital social de moins de 10 000 dirhams, de 10 000 dirhams au moins. Ce qui veut dire concrètement qu'avec vous démarrez, vous avez 10 000 dirhams et avec les problématiques de délai de paiement qui se posent, il faut déjà vendre, il faut encaisser. 10 000 dirhams, vous n'allez pas durer très longtemps. Est-ce qu'il ne faut pas fixer des barèmes par secteur, par exemple? Alors, je pense que c'est pas une question de barème, parce que dans d'autres pays, on peut créer une entreprise aujourd'hui avec 0 dirham, enfin avec 0 euros, pour être précis. La question, c'est plutôt la question de l'accompagnement. Moi, la question qui me pose problème en matière de création d'entreprise, je prends ma ville, Kenitra, quand je vois que, par exemple, il y a 10 commerces qui ouvrent les uns à côté des autres et que c'est exactement les mêmes, qu'il n'y a pas d'étude de marché derrière, que il y en a forcément, on sait qu'il y en a 9 qui vont se casser la gueule très rapidement parce que il y a une clientèle unique et qui vont devoir se partager cette clientèle. Pour moi, il y a une question d'appréciation du risque. Il y a une mauvaise appréciation du risque. L'autre question que vous posiez, et elle est aussi tout à fait juste, c'est celle du financement. Aujourd'hui, on voit clairement, les statistiques de Banque du Maroc le disent clairement, tout ce qui est crédit de trésorerie, ça fait quelques années qu'on voit qu'elle décroît très légèrement. Aujourd'hui, j'ai vu pas mal d'interviews de banquiers qui disent, nous, aujourd'hui, on a un problème, c'est le problème des délais de paiement. Les entreprises viennent nous voir pour financer ces délais de paiement, sauf que nous, on n'est pas là pour ça. On n'est pas là, on va financer à un moment, mais à un moment donné, on ne sera pas là pour financer une hausse exponentielle des délais de paiement. Donc, à un moment donné, on va dire un stop. L'autre question qui se pose, c'est la question de l'apport en fonds propres. Effectivement, nos entreprises, nos TPE sont sous-capitalisées. C'est une vraie problématique. Il faudrait davantage de fonds propres, effectivement, pour contourner cette question du financement par les banques et remplacer le financement interentreprises, qui est aujourd'hui la première source de financement des entreprises au Maroc. Ça aussi, il faudrait le voir. Et en fait, mais je voulais réagir, expert comptable et commissaire aux comptes. Sur cette question de capital. Justement. Je pense que c'est une fausse question, en fait, de parler de capital des sociétés qui sont sous-capitalisées, parce que généralement, lorsqu'on crée une entreprise avec 5 000 dirhams, l'entrepreneur, comme c'est Hicham, bien sûr, il va apporter 100 000 dirhams ou 200 000 dirhams en compte courant associé. Donc, si on prend rien que la partie, on va dire la distinction comptable, on parle de capital, oui, de 10 000 dirhams. Je pense que le fait de le réduire à 0 dirham, c'est en quelque sorte pour aider, bien sûr, les entreprises. Pour démarrer, le plus important, c'est de démarrer. Mais que vaut le démarrage, justement, s'il n'y a pas d'accompagnement après? Justement, un accompagnement là où les banques, bien sûr, doivent assurer, en quelque sorte, et là où les banques doivent je pense, oui, les banques, bien sûr. Alors, si on prend d'ailleurs les sources de financement qu'on a ici au Maroc aujourd'hui, à part les banques, bien sûr, il y a ce qu'on appelle capital investissement, quelques structures, mais qui sont pas très nombreuses, mais qui sont pas beaucoup plus pour le risque, pour le capital risque, qui sont plus pour le capital investissement, c'est-à-dire une entreprise qui a un historique, qui a 10 ans d'expérience, qui a déjà un chiffre d'affaires, etc. Ce sont les entreprises qui sont accompagnées malheureusement par ces structures de capital investissement. Donc finalement, on a ce qu'on appelle love money, c'est-à-dire l'argent de départ ou l'argent de la famille, etc. Après, bien sûr, si vous constituez une garantie, par exemple, un actif immobilier, etc., pouvez à ce moment-là le donner en garantie, et c'est à ce moment-là qu'on peut avoir un financement auprès des banques. Donc, je pense que les banques aujourd'hui, on est une société ou on est une économie qui a un financement bancaire, tout simplement, et les banques sont un acteur, bien sûr, incontournable. Ils ont bien sûr leurs propres soucis de dette en souffrance, etc., mais ils doivent accompagner bien sûr le développement des TPE. Tout à l'heure, on parlait. Alors, les TPE dans le monde, partout dans le monde, ces TPE sont à 99%. Partout dans le monde. D'accord?
Et si on prend même la création d'emplois, on n'a pas de statistiques sur la création d'emplois pour les TPE. Je pense ici au Maroc que les TPE créent énormément d'emplois. Si une TPE crée 2 et on est à 99%, on est déjà à un chiffre qui est très important. Il ne faut pas sous-estimer la création d'emplois des TPE, PME. Alors, malheureusement, on n'a même pas une définition de PME, on n'a que la définition de la charte. Mais je pense que la création d'emplois dans ce secteur, dans les entreprises. On devrait avoir peut-être des éléments de réponse avec la création de l'observatoire de la TPME, mais bon, je pense que c'est encore en stand-by. Je crois que ce sera en 2019. Tout à fait. Donc, si on prend rien que ces critères, création d'emplois, si on a des chiffres, création d'emplois par les TPE et par les PME, les banques, bien sûr, doivent se tourner en quelque sorte vers cette catégorie-là pour les accompagner. Hicham Zoubedi, entrepreneur. Pour donner l'exemple, par exemple en Chine, vous avez les banques qui donnent des formations à leurs clients, aux TPE, et plus le client, c'est-à-dire apprend tout ce qui est gestion financière, gestion de trésorerie, il a des points et ces points lui permettent de réduire ses taux d'intérêt. Non, mais moi, la question que je me pose quand vous donnez un exemple pareil, comme je prends aussi ce qu'a dit Fahd Mjabal, je me dis, est-ce que vraiment c'est la vocation de la banque d'accompagner d'accompagner ou des banques d'accompagner leurs clients en termes de formation? Pour moi, ça c'est la mission de l'État ou la mission de l'entrepreneur. Si je suis entrepreneur, je suis assez grand pour gérer mes affaires, ou alors je ne le fais pas si je suis pas prêt. Mais je peux pas engager. Je me pose la question, vraiment, c'est une question. Je peux pas engager des sommes, demander à la banque de me prêter de l'argent, de me former, et puis allez, donnez-moi aussi des clients, tant qu'on y est, je veux dire, à un moment donné, donnez-moi tout le pack. Et vous comprenez ce que je veux dire, Hicham Zoubedi? Oui, mais c'est un peu exagéré. Ouais, je sais bien. Je pense que la banque a vocation à avoir de bons clients. Oui. Et plus elle donne des formations à ses clients. Je sais pas, de bons clients, je pense des clients solvables, c'est ça qui est intéressant. Oui, des clients solvables. Et plus le client est à même de faire sa gestion financière, sa gestion de trésorerie tout seul, ou avec ses équipes, il va gérer sa trésorerie, ça va être une charge en moins pour la banque. C'est pas un client qui va le même raisonnement, exactement le même raisonnement pour l'État. Si l'État formait les gens convenablement dans les écoles de commerce ou les facs, ou appelez-les comme vous voulez, l'État aurait moins de problèmes au niveau des entreprises qui, à leur tour, vont dynamiser le marché et donc l'économie du pays. Aussi, on peut avoir ce raisonnement. Pourquoi est-ce qu'on s'attarde sur les banques? C'est aux banques de faire le travail d'État. Là, on est dans la connexion directe banque et entreprise. C'est-à-dire, on n'est pas il n'y a pas le circuit lent des écoles, mais on est vraiment dans le cœur de la problématique. Il suffit que les banques, comme j'ai dit tout à l'heure, sortent de leur vocation commerciale, mais beaucoup plus puisqu'ils ont une responsabilité de promouvoir l'économie marocaine et des TPE et PME surtout, parce que le problème, c'est l'entrepreneur, il est bon dans son métier. Il sait faire, je sais pas ce qu'il produit ou ce qu'il vend, mais il n'est pas bon dans la gestion financière, il n'est pas bon dans la gestion de trésorerie. Qui va lui faire? La fiduciaire, il externalise. Est-ce qu'il a les moyens de le faire? Il n'a pas les moyens, il ne doit pas rentrer sur le marché. A priori. Non, on peut pas. Non. Il y a des gens qui ont commencé par zéro et qui ont fait des fortunes, qui ont réussi. Je pense que c'est pas une question de moyens. C'est beaucoup plus une question de volonté, une question d'approche, mais dans un environnement d'accompagnement. Pas dans un environnement hostile qui vous dit soit vous payez, soit vous disparaissez. Non. Je pense que, je vous donne juste un petit exemple, puisqu'on parle du financier. On peut parler aussi du foncier. Une entreprise, qu'elle soit capitalisée, je sais pas à combien, c'est très très difficile d'accéder au foncier au Maroc. C'est-à-dire les zones industrielles sont chères, sont inaccessibles pour les TPE ou pour les PME. Donc ça aussi, c'est un gros problème. Comment vous voulez qu'une entreprise puisse investir la totalité de son capital dans un terrain pour construire une usine? Ça, c'est insensé, quoi. Amin Jouiri, vous voulez réagir? Je voulais revenir sur votre exemple justement de l'accompagnement des créateurs d'entreprises par les banques. Dans une autre vie, j'accompagnais en France des créateurs d'entreprises. Qui finançait les prestations que je donnais? C'était l'État, tout simplement. L'État nous envoyait des personnes qui voulaient créer, qui allaient voir la NPE, qui est le chômage en France. La NPE nous envoyait
ces créateurs d'entreprises et c'était l'État qui au final payait la prestation. Le créateur d'entreprise ne payait absolument rien. Le schéma vous paraît plus logique, c'est l'État qui prend en charge plutôt que la banque? Ça me semble tout à fait logique. Si on veut demain avoir un écosystème d'entreprise qui soit viable et pérenne dans le temps, évidemment il faut poser les bonnes fondations. Les bonnes fondations, ça veut dire que l'entrepreneur, on lui fait poser les bonnes questions, c'est-à-dire est-ce que vous avez fait votre étude de marché? Est-ce que vous avez fait un business plan? Est-ce que vous êtes sûr que votre financement sera suffisant pour faire face à votre besoin d'investissement futur? Et il est important de se poser toutes ces questions. Et c'est ces questions-là que je posais justement aux personnes que j'avais en face de moi. Et évidemment, le taux de réussite, il était énorme à la sortie. Les entreprises qui se créent par la suite, c'était 80, 85, 90%. On est dans quelque chose de concret. Une entreprise se crée et on est sûr que dans 3 ans, 4 ans, elle sera encore en vie. Bien voilà, la professeure universitaire sur cette question de capitaux et de manque de moyens. Aujourd'hui, une entreprise, c'est pratiquement 10 000 dirhams. Mais allez-y, vous pouvez ouvrir votre entreprise. Est-ce que c'est pas un palier qu'il faut revoir? Et surtout, est-ce qu'il ne faut pas dire aux gens qui, dans les formations, les différentes formations, vous devez avoir un fonds de roulement plus conséquent? Et qu'est-ce que vous pensez de cette relation banque-formation-client qui emprunte de l'argent? Abni Aboulalab. Je parlais justement tout à l'heure d'avoir une stratégie transversale à ce niveau-là. Et c'est la responsabilité de l'État, puisqu'il s'agit d'une question cruciale à la fois d'un point de vue économique, mais également social. Nous avons une grande agence nationale au Maroc qui s'appelle l'ANPME. C'est à elle que revient la responsabilité de faire l'encadrement, la formation, le suivi des entrepreneurs. La promotion. Nous avons aussi le CRI, dont on parlera. Et en parallèle, le CRI. Aujourd'hui, je me pose la question, qu'est-ce que font réellement ces deux grandes institutions pour la promotion de l'entrepreneuriat, pour le soutien des entrepreneurs, pour justement l'accompagnement des entrepreneurs durant les 3, 4, 5 premières années, parce que ce sont les années où le taux de mortalité des entreprises est le plus élevé. Moi, je suis également entrepreneur et je peux vous dire que j'ai commencé dans un secteur pourtant très structuré, sans aucun soutien. En parlant des banques, en parlant des compagnies, des grandes compagnies aujourd'hui comme les compagnies d'assurance, comme dans tous les secteurs autour desquels gravitent beaucoup de PME, je pense qu'il peut y avoir des initiatives innovantes. On pense aussi à la CGM, qui a une responsabilité importante à ce niveau-là, dans la mesure où il faut réfléchir à une stratégie dans laquelle on pense à des packages complets qui vont du soutien à la création d'entreprises, à l'innovation, à l'entrepreneuriat au sens de dégager de nouvelles opportunités de création d'entreprise, parce que ça, ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. Nous sommes en train de parler du carré peut-être le plus difficile dans la vie, je dirais, économique d'une nation, là d'un individu, à savoir passer du statut de salarié à un statut d'entrepreneur où tu vas créer de la richesse. Si c'était facile, on l'aurait su. Ce n'est pas facile. Donc il faut créer de l'intelligence. Évidemment, à ce niveau-là, l'État a une responsabilité très importante et c'est à lui que revient, je dirais, le rôle de pilote, de leader de ce projet. Les banques ont un rôle très important parce qu'elles ont le tableau de bord financier des entreprises, elles peuvent voir les entreprises qui sont en difficulté, elles ont un rapport, comme a dit c'est Hicham, très direct avec les entrepreneurs et il faut en fait, il faut mettre plein d'antennes dans ce champ. Et pourquoi pas, les banques, c'est un acteur privé, elles devront y trouver leur propre intérêt, également soutenant les entrepreneurs en difficulté, étendue en profondeur, mais également en horizontal, sur cette problématique vis-à-vis de laquelle on peut énumérer des dizaines, voire peut-être parfois des centaines de raisons qui peuvent mener à la faillite. Il n'y a pas un seul exemple, il n'y a pas un seul problème. Les problèmes de mauvaise gestion font légion, sont légion dans ce domaine. Est-ce que vous seriez d'accord, Abni Aboulalab, pour que, et je vais me servir de la question d'un auditeur, Nabil, pour que effectivement les banques puissent jouer ce rôle, mais à condition que ce soit des banques ou une banque publique d'investissement? Nous attendons la grande banque publique d'investissement marocaine. Elle n'existe pas encore.
toutes des banques privées. Cette banque aurait peut-être plus vocation et c'est sa vocation. Ouais. Ah, c'est sa vocation. Sa vocation, c'est de soutenir les entrepreneurs et surtout l'investissement à risque. Aujourd'hui, il y a la Caisse centrale de garantie. C'est vrai qu'elle joue en arrière-plan un rôle qui peut être assimilé à la Banque publique d'investissement, mais ce n'est pas encore une banque accessible au public. C'est au bon vouloir des banques. Il y a un filtre de sélection et les banques n'ont peut-être pas le savoir-faire pour sélectionner les projets qui sont porteurs de valeur et de nouvelles richesses. Donc, justement, il me semble qu'aujourd'hui, comme c'est le cas en France, il y a une banque publique d'investissement. Il faut que le Maroc, aujourd'hui, pense à mettre une banque publique de soutien à l'investissement. Certains vous diront, on a essayé le modèle, il n'a pas marché, donc du coup, on l'a mis un petit peu aux oubliettes. Qu'est-ce qu'on peut répondre à cela? Parce que c'est vrai, en plus, hein, ça a été tenté, et puis ça n'a pas trop fonctionné au Maroc. Écoutez, il faut y voir la raison pourquoi ça n'a pas marché, mais il me semble qu'on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Aujourd'hui, il faut une politique de soutien à l'investissement et surtout ça passe par la banque publique d'investissement. Et surtout à la PME et à la PMI, aux petits porteurs de projets qu'il faut accompagner aussi via un financement de leurs projets d'investissement. Et j'aime oublier entrepreneurs. Parce que quand on parle de banque publique, d'ici là, il y aura beaucoup d'entreprises qui vont disparaître. Donc aujourd'hui, on a des structures, des banques de la place qui peuvent jouer ce rôle et je pense que c'est parmi les idées qu'on peut proposer qui peuvent servir l'entrepreneur. C'est surtout une base de données des entreprises. Je pense que chaque banque a un système de rating, je pense, par rapport à toutes les entreprises qui existent. Est-ce qu'on peut pas avoir une centrale, par exemple, de rating accessible aux entrepreneurs pour voir est-ce que cette entreprise est solvable pour que je puisse traiter avec elle ou non? Ça, c'est une information à quel niveau on peut l'avoir, mais je suis en train de faire un brainstorming par rapport à la centrale des bilans en France. Voilà, comme la centrale des bilans. Aujourd'hui, je ne peux pas savoir quand je reçois une entreprise qui veut acheter mes produits, je sais pas. Même avec un carnet de chèques ou avec un chèque, je suis pas sûr de la solvabilité de mon vis-à-vis. Alors, quelques réactions de nos auditeurs. Nabil de Casablanca qui nous dit très peu de PME connaissent le fonctionnement de la CCG, la caisse donc de garantie que vous évoquiez, Amir Boularab, tout à l'heure. Le modèle marocain est calqué, ça c'est Hamza Daibi de Marrakech qui dit le modèle marocain est calqué sur le modèle européen qui bannit l'échec et l'erreur et non pas sur le modèle américain qui la considère comme une étape inévitable et importante. On pourrait revenir également à ça et j'aimerais avoir vos réactions. À quand une banque publique d'investissement? Ça, je pense qu'on a déjà parlé de ça. Effectivement, est-ce que notre système est vraiment calqué sur le modèle européen? Pour revenir sur cette question précisément de notre auditeur, Amin Diouri. Alors, sur beaucoup de choses, oui, effectivement. C'est une tare? Comment? C'est une tare? Non, je pense pas. Il y a de très bonnes choses qui sont prises en France. Ne serait-ce, à mon avis, c'est même pas une question de copier, c'est le fait de bien le copier. Je cite l'exemple tout bête, la loi de solidarité de paiement. Il y a une loi, la loi de modernisation économique a été votée en 2008 en France. Elle a eu des effets immédiats en France. Aujourd'hui, l'État est meilleur payeur que les entreprises privées. On peut copier des lois, mais généralement on le copie mal. C'est ça la problématique. Maintenant, en termes d'écosystème, je pense pour les entreprises, on a plutôt de bonnes institutions. Il y a tout un écosystème, la CCG, effectivement. Il y a Maroc PME. Il y a des systèmes d'incubation pour accompagner les entreprises. Il manque aujourd'hui une brique, c'est celle du financement. Le financement qui est en train, en tout cas pour les entreprises innovantes, qui est en train d'être mise en place, par exemple avec Innovinvest. 500 millions de dirhams débloqués à partir de cette année sur des entreprises innovantes. C'est quelque chose, c'est une brique qui nous manquait aujourd'hui et c'est ce qui fait qu'on n'arrivait pas à produire des startups innovantes qui réussissaient à croître. Aujourd'hui, on a la brique. Fadm Jabbar. Je pense que sur cette question de prendre un peu les lois françaises et les copier ou prendre plutôt le modèle économique français et essayer un peu de le calquer sur le modèle économique marocain, je pense que c'est une grande erreur. Pourquoi? Alors d'une part, on n'est pas comparable. Le Maroc, c'est pas la France. Le fait de prendre une loi qu'on applique sur des entreprises CAC 40, on va pas l'appliquer bien sûr sur les entreprises même, les entreprises qui sont cotées à la bourse de Casablanca. Je suis d'accord, il y a la loi sur les auto-entrepreneurs, c'est exactement la même loi qu'en France et ça marche plutôt bien et je pense que c'est bien adapté au système marocain. Alors, qu'en est-il d'ailleurs aujourd'hui de cette loi sur les entrepreneurs ici au Maroc? Il faut voir quand même combien d'entrepreneurs font appel à ce statut d'auto-entrepreneur. C'est pas très... je pense on parle de 60 000 aujourd'hui. Oui, je pense le plus important,
c'est de créer notre propre modèle. Moi, j'en connais un peu du modèle américain puisque j'ai déjà, je le connais, je travaille dessus. Le modèle américain, il a aussi ses avantages, mais il a aussi ses inconvénients. On peut pas aussi prendre quelques aspects du modèle américain et dire que le modèle américain il est beaucoup mieux que le modèle français. Prenons juste par exemple le mode de financement. On peut pas comparer le mode de financement américain qui est basé beaucoup plus sur les marchés financiers avec le mode de financement français qui est basé sur les banques. Ici au Maroc, on est sur ce mode de financement qui est basé sur les banques. Il faut créer notre propre modèle économique. Ça, on parle un peu beaucoup plus question stratégie, ouais. Etc. Notre propre modèle de financement, alors même pour la BPI, je suis pour la banque d'investissement, banque publique d'investissement, mais je suis beaucoup plus pour une banque publique d'investissement qui est gérée d'une manière avec les meilleurs, disons avec les best practices de management, qui n'est pas gérée avec les pratiques, on va dire, Non, mais ça coule de source, personne ne tout à fait, de l'État. C'est vrai que le capital, il est étatique, mais il faut quand même, parce qu'on a déjà beaucoup d'exemples, de mauvais exemples, en quelque sorte, de banques qui étaient étatiques à l'époque et qui ont souffert et qui souffrent aujourd'hui toujours. Je vais pas citer les noms. Donc, juste pour résumer un peu les choses, je pense que par rapport au modèle dont on a besoin et pour l'accompagnement de la TPE et de la PME, il y a le financement et il y a la gouvernance et on a besoin pour ces deux-là d'un modèle économique qui est adéquat à notre structure, bien sûr, à notre structure et à notre aussi. Parce qu'il y a pas mal de choses qui interviennent dans la vie des entreprises aussi, même la question religieuse. Aujourd'hui, il ne faut pas oublier quand même les banques participatives qu'on vient de créer. Est-ce que les entreprises vont faire appel à ces banques participatives ou pas? Donc, beaucoup de grandes questions, bien sûr, et qui versent toutes vers la création d'un modèle qui est marocain et non pas poursuivre toujours. On en parlera tout à l'heure justement sur la loi sur les entreprises en difficulté. C'est une loi qu'on a copié-collé de la France, d'accord? 84. Aujourd'hui, on est sur un autre projet de loi et qui, encore une fois, on fait du copier-coller sur une loi qui s'appelle la loi sur la sauvegarde des entreprises de 2005 en France. Alors cette loi d'ailleurs, si je peux juste continuer, sur cette loi de sauvegarde des entreprises en France 2005, aujourd'hui, ils sont en train en France même de changer de loi pour... C'est vrai qu'il s'inspire beaucoup plus du modèle américain parce que la loi sur la sauvegarde qu'on est en train aujourd'hui de mettre en place, elle n'a pas abouti en France, avec bien sûr les statistiques sur les défaillances d'entreprises en France. La quasi-totalité des entreprises en difficulté, en défaillance, sont liquidées ou sont en liquidation judiciaire. Alors Nabil de Casablanca qui nous dit, pendant qu'on réfléchit à ce modèle, des entreprises continueront de cesser leur activité. J'apprécie et je partage l'optimisme. Hicham Zoubeiri, entrepreneur, sur cette question des banques, restant sur les banques et sur le crédit, vous voulez peut-être reparler d'autre chose. Je voudrais juste rebondir par rapport à l'auditeur Hamza sur la peur de l'échec. Je pense que parmi les freins à l'entrepreneuriat au Maroc, c'est la peur de l'échec. Parce qu'on a une société qui n'accepte pas l'échec et qui rejette donc les gens préfèrent ne pas créer leur entreprise parce qu'ils ont peur d'échouer un jour. Et quand ils échouent un jour, c'est une perte de face vis-à-vis de leur famille, de la société, de tout le monde. Je pense que c'est culturel et ça change. Ça va changer. C'est pour ça qu'il a parlé du modèle américain. Mais j'entends bien, quand il parle du modèle américain, en général, je ne généralise pas et je prends des précautions et vous me corrigez si je me trompe, mais un Américain, lorsqu'il investit, il échoue, bon, c'est pas grave, mais en même temps, ce qui est pas grave, c'est que c'est surtout pas son argent. Non, mais c'est surtout... Ah oui, parce que ça change tout. C'est surtout quand il échoue, il reprend. Oui, parce que c'est pas son argent. Il y a des business angels, il y a des capital risqueurs. Vous comprenez ce que je veux dire? Exactement. Donc quand l'Américain il échoue, c'est pas son porte-monnaie. Le Marocain quand il échoue, c'est son porte-monnaie. Ça change tout. C'est son porte-monnaie, celui de sa famille. Non, mais quand vous dites au Marocain, c'est pas votre argent, vous allez voir qu'il aura moins peur de l'échec. Enfin, me semble-t-il. Je suis pas sûr. J'ai pas fait d'études là-dessus, mais il me paraît que c'est un peu logique. Moi, je parle que c'est culturel, mais en dehors de l'entrepreneuriat.
on a tous peur de l'échec. On n'aime pas échouer. Et ça, je le retrouve chez mes étudiants. Dans les écoles aussi, vous trouvez qu'on a peur de l'échec. Parce que la société rejette l'échec. Elle n'aide pas à rebondir après l'échec. Je pense aux États-Unis, pourquoi il a parlé du modèle américain? Parce qu'aux États-Unis, vous pouvez mettre dans votre CV le nombre de fois que vous avez échoué. C'est un plus, parce que vous avez plus d'expérience que quelqu'un qui n'a jamais échoué, donc ils disent vive l'échec. Ça, c'est la mentalité américaine. Je pense que c'est pour ça qu'il a parlé de la mentalité européenne qui est totalement différente. Par contre, je voudrais juste insister sur un point très important. Puisqu'on a peur de l'échec, et puisqu'on traite mal, c'est-à-dire ou pas bien, les entreprises qui sont en défaillance, et là je parle de l'administration, parce que l'administration, quand une entreprise se déclare en faillite, je parle sous le contrôle des experts ici, c'est que elle aura et les impôts derrière, et la CNSS, et donc l'entrepreneur, ce n'est plus une question de perte de face, mais c'est une question de responsabilité judiciaire. Il peut finir en prison. Donc c'est pour ça que les gens disent non, on ne veut pas créer d'entreprise. Je préfère, et là j'en parle avec mes étudiants, la majorité vous disent moi je préfère le fonctionnariat. Donc je préfère aller passer des concours, parce que c'est plus sûr, c'est plus tranquille. Et c'est un vrai problème, un gros problème, parce que toutes les générations qui viennent aujourd'hui, c'est la stabilité, c'est normal, c'est tout à fait normal qu'on cherche la stabilité, mais quand il n'y a pas cet esprit-là d'aller entreprendre parce qu'on a peur de l'échec, on a peur de se retrouver un jour en prison. Aujourd'hui, si l'État, et je reviens à la question du départ, si l'État ne traite pas cette question, c'est-à-dire de promouvoir les entreprises, accompagner les entreprises en difficulté pour qu'elles puissent absorber et encourager les jeunes à aller entreprendre, il y aura toujours des gens qui vont réclamer de plus en plus une pression sur les administrations et sur l'État pour trouver des emplois au sein de l'administration alors que les portes sont fermées, et ça on le sait tous. Donc la seule issue, c'est la création d'entreprises par le biais de l'accompagnement et l'aide, et un petit peu dédramatiser l'échec. Amine Diouri, responsable de communication et études à Inforisque Réaction. Le mindset, c'est quelque chose qui change. Ce que vous avez décrit à l'instant, c'est la France d'il y a quelques années. Aujourd'hui, c'est une France où effectivement entreprendre, c'était quelque chose de difficile. Les entrepreneurs étaient assez frileux. Aujourd'hui, la France est citée en modèle en matière d'entrepreneuriat, en matière de création d'entreprises innovantes. Ce qui veut dire que le mindset peut changer. Ça, c'est une première chose. Maintenant, le modèle marocain, je suis d'accord qu'on est sur... Il y a d'autres problèmes qui rentrent en jeu. C'est-à-dire que, concrètement, aujourd'hui, on parle de destruction d'emplois. L'État ne peut pas embaucher de manière systématique les jeunes qui sortent de l'école. Les grandes entreprises ont besoin de vendre pour embaucher. Clairement, aujourd'hui, la création d'entreprise reste une issue. Qu'on ait peur ou qu'on n'ait pas peur, ça reste une issue pour gagner de l'argent, pour s'intégrer socialement dans notre société. Maintenant, ce qui manque concrètement, c'est les structures d'accompagnement. Alors certes, les écoles créent de plus en plus des incubateurs qui vont accompagner les jeunes créateurs d'entreprises. Ce qui manque encore, c'est plutôt les financements à la sortie. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de projets, j'ai visité pas mal d'incubateurs, beaucoup de projets hyper intéressants faits par des jeunes Marocains hyper intelligents qui ont des bonnes idées, mais derrière, elles n'arrivent pas à trouver des fonds qui vont financer ces projets. C'est ça la problématique. Mais aujourd'hui, oui, on a des projets, on veut créer, et puis il faut aussi la bonne structure. Je trouve que justement la question de l'auto-entrepreneur, c'est une très bonne solution, c'est une très bonne structure, puisqu'en fait, avant, on avait quoi? On avait l'entreprise individuelle. C'était risqué parce que même s'il y a la confusion de patrimoine, c'est-à-dire que si vous vous plantez, demain, on peut venir chercher votre patrimoine et le saisir. Vous aviez la question de la société, mais il fallait créer une société avec 10 000 dirhams. L'auto-entrepreneur, c'est hyper simple en termes en termes administratifs, comptables, c'est hyper simple. Ça vous permet de tester un modèle. Si jamais ça marche, vous pouvez changer de structure. Je trouve que justement, cette adaptation française au modèle marocain est une bonne adaptation. Alors, réaction de nos auditeurs, Nabil de Casablanca, pire que de ne pas entreprendre, nos jeunes ne veulent même pas le salariat privé, faute de stabilité. Slim de Casablanca qui nous dit, d'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi l'effet n'a pas le statut juridique du chèque. Et puis bon, on reprendra d'autres réactions. Je vous laisse réagir à cela, Abni Aboularab, et on reviendra sur justement la question de l'accès au financement. Abni Aboularab, professeur universitaire.
Oui, alors sur cette question de se référer toujours au modèle français, moi j'ai toujours pensé que c'était un faux débat. Je ne comprends toujours pas pourquoi on a tendance à dénigrer ce pays. La France est un grand pays aujourd'hui dans le monde et voilà, dénigre ce pays. Personne n'a dénigré ce pays. En disant, non, mais on a toujours dénigré une loi ou un positionnement sur un marché économique, peut-être, mais un pays, pas du tout. On a toujours considéré que le modèle français, jacobin, le modèle, et pas la France et les Français, est en retard par rapport au modèle américain, ainsi de suite. Moi, je considère que si tout de même on réussit à s'aligner sur le modèle français dans beaucoup de domaines, modèle industriel, le modèle des services, le modèle de l'industrie du luxe, le modèle du BTP, le modèle de l'hôtellerie, du tourisme. La France connaît aujourd'hui de grands succès dans tous les domaines et ce n'est pas pour rien que c'est, il me semble encore, la 5e économie dans le monde. Faites un tour en France et vous allez voir que c'est un pays aujourd'hui dont peuvent être fiers les Français pour voilà tous les succès que connaît la France et encore aujourd'hui. Regardez l'effort que fait Macron en tant que président de la promotion de l'investissement en France. Écoutez son discours à Davos. En l'écoutant, vous avez envie d'aller investir en France. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la France devient une grande destination de l'investissement français international. Alors, pour revenir au Maroc, le problème, ce n'est pas tellement d'aller voir ce que font les autres, c'est de le faire bien et d'y adapter les structures locales. Le problème de l'entrepreneuriat, pour nous, au regard de la situation que nous vivons au Maroc, est une question de vie ou de mort, je dirais. De vie ou de mort, nous sommes en face de revendications sociales de plus en plus importantes. Regardez ce qui se passe à Al-Hoceima, à Sharada, dans beaucoup de villes. Les gens veulent de l'emploi, veulent de la dignité, veulent des services. L'État ne peut pas répondre à tous ces besoins. Donc il faut que le génie national puisse se déployer. Il n'y a aucun moyen autre que par l'entrepreneuriat et par l'investissement. Alors, c'est vrai que nous avons réussi à mettre en place une stratégie nationale de développement à travers ce qu'on a pu appeler les stratégies sectorielles et les métiers mondiaux du monde, du Maroc. C'est parfait. Mais excusez-moi de dire que dans les rares secteurs dans lesquels cette politique a réussi, à savoir dans l'automobile et dans l'aéronautique, ce ne sont pas des champions nationaux qui tirent les secteurs par le haut. Ce sont des entreprises étrangères et qui amènent dans leur CIH des entreprises étrangères qui viennent en fait faire de la sous-traitance locale. L'enjeu, c'est dans tous les secteurs. C'est vrai que c'est tout à fait normal pour un début. Voilà, ce qui est relativement tout à fait normal, ça veut dire, merci, vous l'aviez prononcé, nous sommes au début. Beaucoup de chemin reste à faire et dans tous les secteurs. Nous avons réussi peut-être à quelques exploits dans l'immobilier avec des entreprises comme Doha, comme Alliance et encore. Ce sont des entreprises qui ne sont pas tirées d'affaires. Dans l'assurance également, dans la banque, qui sont des secteurs protégés face à la concurrence internationale. Mais dans le reste, nous n'avons pas de champions nationaux. Nous n'avons pas d'entreprises championnes qui ont la taille critique pour contrer la concurrence internationale et qui dans leur CIH vont en fait décimer, faire de l'essaimage, faire de l'essaimage pour développer de la PME, pour développer de la compétence. Ces grands champions, c'est eux en fait qui font l'innovation, qui font de la R&D, et qui font du développement et qui permettent au Maroc, parce que il faut savoir que nous sommes dans un marché mondial aujourd'hui. Si vous n'exportez pas, vous importez. Dans n'importe quel secteur. Pour revenir à la problématique. Et juste un détail, ces entreprises qui font faillite, elles le font également parce qu'elles sentent sous l'effet d'une concurrence internationale. Le textile étranger, à savoir chinois, turc, fait beaucoup de mal aux PME marocaines parce que, y compris dans le secteur du textile marocain, il y a énormément d'entreprises de très petites entreprises qui emploient 30 personnes, 25 personnes dans des sous-sols. Moi, j'ai été visiter une entreprise récemment qui travaille dans des conditions extrêmement difficiles et qui n'a aucun avenir, aucune visibilité.
sous l'effet de la concurrence internationale. Justement, on vient de prendre la décision de bloquer les importations turques pour permettre à beaucoup d'entreprises marocaines de souffler. Mais il y a, comme j'ai dit, un problème surtout le long de la chaîne de la création de valeur économique. On n'a pas décidé d'interdire la marchandise turque. Non, le textile. Hein. Les droits de douane, c'est juste les droits de douane qu'on a revus à la hausse. Oui, merci de la précision, mais ça revient au même. Si votre pantalon turc passe de 100 dirhams à 195 dirhams, c'est que pratiquement vous êtes interdit de marcher. Non, mais c'est une mesure qui est prévue dans les accords de libre-échange que nous avons signés avec ce pays. Elle dure c'est une disposition d'un article que j'ai ouvert. Elle dure 1 an. Voilà, c'est une disposition limitée dans le temps. On n'a rien interdit. Enfin, parce qu'il faut être précis. Merci de la précision. Non, mais je vous l'accorde. C'est vrai que c'est une augmentation des droits de douane de 95%. C'est quand même considérable et ça revient de facto à quasiment interdire l'importation du textile turc pour protéger l'industrie nationale. Donc, voilà pour cette question. Moi, j'en fais appel au génie national. Et par rapport à ce génie, le génie politique, la stratégie politique est fondamentale et c'est elle qui va nous tirer d'affaire. Autrement, on est foutu. Et je peux vous dire qu'on n'a plus le choix. On n'a plus le choix parce que ça explose de partout. Il faut créer de l'emploi, il faut créer de la richesse et nous n'avons plus de temps. Hicham Zoubeiri voulait réagir, entrepreneur. Je voulais juste revenir par rapport à la problématique. C'est-à-dire on a beau protéger l'entreprise marocaine par des décisions au niveau de la douane, au niveau de la protection du marché. Je pense que c'est pas la vraie solution. Parce que ce n'est que temporaire, vous l'avez dit, et on va revenir au point de départ. Aujourd'hui, il faut créer un modèle maroco-marocain. Si c'est français ou si c'est américain ou si c'est éthiopien, moi j'ai pas de problème. L'essentiel c'est qu'on réponde à nos problématiques internes ici au Maroc. Je voudrais rapidement juste vous faire réagir sur la problématique du crédit, de l'accès au crédit et des banques. Aujourd'hui, quand on taxe les banques d'être frileuses, est-ce que vous êtes d'accord en tant qu'entrepreneur? Est-ce que les banques aujourd'hui ne jouent pas le jeu? Mais vraiment très rapidement. Non, très rapidement. Il y a comme j'ai dit tout à l'heure, au niveau commercial, rentabilité des banques, elles sont tenues par des indices et des indicateurs vis-à-vis de Banque Le Maghreb. Il faut qu'elles respectent certains. Même vis-à-vis au niveau international. L'essentiel, ça c'est la partie commerciale. Dispositif balois, voilà. Ça c'est la partie commerciale. Je pense qu'il y a aussi une partie responsabilité des banques au niveau, comme j'ai dit tout à l'heure, de l'économie, c'est-à-dire aider, accompagner, former, c'est-à-dire donner des idées aux entrepreneurs pour les aider à développer et à avoir plus de savoir au niveau de la gestion financière, au niveau de la gestion de trésorerie, et comment faire un bilan, etc. Je pense que c'est ça. Pour dire qu'elles sont frileuses, c'est normal quand on voit la partie commerciale, mais je pense qu'elles doivent aussi donner plus de moyens, pas financiers, mais surtout au niveau d'accompagnement. Parce qu'aujourd'hui, au Maroc, on n'a que les banques qui financent l'entreprise. À part les fournisseurs, comme on a dit tout à l'heure, il y a que les banques qui financent les entreprises. On n'a pas des business angels, on n'a pas les capitales. Il y en a un petit peu, c'est très embryonnaire. Voilà. Je ne sais pas si on a une loi qui gère les business angels, crowdfunding par exemple. Est-ce qu'on a par exemple, le capital risque, c'est surtout pour les grandes entreprises, plus ou moins une grande PME qui peuvent accéder, justement mais pas aux TPE. L'amorçage, ça concerne les structures qui viennent de naître et qui ont des projets innovants intéressants. Donc ça ne concerne pas forcément une PME. Le problème, c'est que ça n'existait pas avant. C'est nouveau. Oui, c'est nouveau. Voilà. C'est nouveau. Alors, comme il nous reste très peu de temps, il y a un point qu'on devait aborder. On n'aura pas malheureusement le temps d'aller aborder véritablement dans son intégralité. En tout cas, on va essayer. C'est le point des CRI. Aujourd'hui, les CRI, il y a eu un discours royal qui est revenu sur ça, qui est revenu sur le rôle qui ne serait pas joué, en tout cas par ces CRI. Concrètement, aujourd'hui, Amine Diouri, responsable communication et études Inforis, qu'est-ce qu'on reproche à ces centres régionaux d'investissement? Pourquoi est-ce que ça n'a pas l'air de marcher? Je rappelle le discours du 30 juillet qui faisait justement ce constat des centres régionaux d'investissement et le roi avait dit qu'à l'exception d'un ou deux centres régionaux qui jouent le jeu, les autres sont complètement à côté
Ils ne jouent pas le jeu. Voilà, on va dire ça comme ça. La problématique liée aux séries, alors déjà il y avait cette question de l'accompagnement des entreprises, elle est majeure. Aujourd'hui on a près de 40, alors en 2017 c'est 40 000 sociétés qui ont été créées. Évidemment il faut les accompagner, il faut les supporter pour les aider à grandir. L'autre question qui se posait au niveau des séries, c'était une question d'inadéquation des ressources, c'est-à-dire que ça fonctionnait un peu comme une administration, un peu au ralenti, et qu'il y avait un problème de compétences en interne, c'est-à-dire que les personnes qui étaient en série ne pouvaient pas accompagner, ne pouvaient pas remplir la mission qui leur incombait. Alors aujourd'hui, on a lancé une sorte d'audit un petit peu pour voir comment ça fonctionne. Bon, il y a des problématiques en termes de RH et de qualification de personnes à l'intérieur de ces séries. Concrètement, si ce n'est de dire il faut remplacer les personnes, est-ce qu'il y a d'autres solutions que l'on peut aujourd'hui mettre sur la table? Fad El-Mjaber, expert comptable et commissaire aux comptes. Alors, par rapport à cette question de série, je vais poser une autre question à mon ami Hicham. Combien de fois as-tu visité série après la création de ton entreprise? Très peu. Non, jamais. Jamais. Oui. Alors, les séries aujourd'hui, c'est beaucoup plus pour la création qu'autre chose. Il faut que l'entrepreneur ait cette possibilité, cet accès de revenir aux séries pour avoir d'autres. Alors, c'est en fait c'est ce qu'on propose à l'entrepreneur, parce que le CRI, si on propose un accompagnement question. C'est le cas, excusez-moi, je suis pas très je suis spécialiste de la question. Moi je veux dire, il y a deux guichets, il y a le guichet pour la création, oui, et il y a les guichets pour l'accompagnement des entrepreneurs. Alors ce guichet, il fonctionne pas? Alors je peux. Moi, je découvre. C'est-à-dire, je parle à mon niveau personnel. Ouais. Moi, je croyais toujours que les séries, c'est pour la création d'entreprises. La série, depuis leur création jusqu'à maintenant, je pense par quelques-uns, c'est une boîte aux lettres. Vous déposez votre dossier, on va vous créer votre entreprise dans les délais. Point. Oui. Le reste, j'ai jamais vu un CRI organisé à mon niveau, je parle à titre personnel, un B2B par exemple, que ce soit pour les TPE, pour les PME, que ce soit sectoriel ou faire du marketing territorial de la région ou de la ville. Mais ça existe dans les statuts, je veux dire, quand on a créé ces CRI, ces centres régionaux d'investissement, on leur a dit qu'ils pouvaient accompagner les entreprises sur des projets qui ne dépassaient pas les 200 millions de dirhams. Donc à partir de là, je pense que beaucoup de TPE et de PME entrent un petit peu dans ce cadre. Je veux dire, on n'est pas un pays de milliardaires. Je veux dire, 200 millions de dirhams, c'est quand même un montant substantiel, Hicham Zoubairi. Mais vous n'avez pas vu ces... À titre personnel, non. Surtout pour la création d'entreprises, oui. Et pour les investisseurs étrangers qui viennent déposer leur dossier et être accompagnés. Mais pour une entreprise TPE, PME marocaine, locale, qui a besoin d'accompagnement, comme on a dit, ou d'accès au marché. Je pense qu'il y a des opportunités régionales dans la même ville. On peut toujours organiser des B2B entre des TPE qui empêchent le CRI de le faire. Il y a beaucoup d'initiatives, beaucoup de choses qu'on peut faire, mais... Alors, si je peux juste ajouter une question, un élément important dans cette... Alors, le CRI, certes, c'est une bonne idée, bien sûr, avoir un guichet unique où s'adresser... alors, pour l'instant, c'est pour la création d'entreprises, mais... Alors, un guichet unique, c'est 2 guichets, mais bon, c'est pas là. Tout à fait. Alors, parlons de modèle, en quelque sorte, juste rapidement pour revenir au modèle. Une entreprise, c'est quoi? Une entreprise, il y a une entrée, il y a un développement, il y a une sortie. D'accord? Le secret de la réussite américaine, en quelque sorte, c'est quoi? C'est que on assure, bien sûr, une facilité à l'entrée, le développement et à la sortie. Et ça, c'est le plus important aujourd'hui. Puisqu'on parle dans une entreprise en difficulté, il faut montrer quand même à l'entrepreneur des voies de sortie. Un entrepreneur, c'est pas quelqu'un qui rentre et qui sort pas. Pour ne pas parler d'échec, on peut parler de sortie, exit strategy, des stratégies de sortie. Alors, le CRI, bien sûr, au moment du développement d'entreprise et même au moment de la sortie, il peut assurer ce genre d'accompagnement. On peut bien sûr, on peut lui proposer quand même que le CRI accompagne même les entrepreneurs au moment de la sortie, c'est-à-dire s'ils ont des difficultés, pourquoi pas, venez, on va vous accompagner. Quel est le type de vos difficultés? C'est des difficultés d'ordre financier, alors on va voir, vous n'avez pas pu négocier avec la banque, etc. Je ne sais pas si c'est... votre idée est certainement très intéressante et vous êtes beaucoup plus qualifié que moi pour reparler de ces sujets, mais moi je me pose une autre question. Est-ce qu'il ne faudrait pas commencer par mettre en place des indicateurs de performance pour les CRI? Ils n'en ont pas aujourd'hui. Parce que c'est aujourd'hui, on veut quantifier et qualifier véritablement le travail que ces CRI font, on n'en sait rien du tout.
Hamdi Aboularab, professeur universitaire. Alors, sur les CRI, il faut rappeler que ce sont des institutions qui travaillent aujourd'hui en dehors de tout statut juridique clair. Ils ont été créés sur la base de la lettre royale de 2003. Et cette lettre, elle prévoyait 2 missions. La première mission, c'est de faire office de guichet unique, c'est-à-dire que les entrepreneurs viendront pour créer l'entreprise. Non, mais guichet unique, c'était interlocuteur unique avec 2 guichets. C'est pour être précis. Alors, la deuxième mission, c'est de servir de laboratoire d'études et de préparation de projets à aller proposer aux investisseurs. C'est un rôle de valorisation et de transformation des ressources, des différentes ressources qui peuvent être disponibles, surtout au niveau des régions, parce que c'était ça la vision de valorisation des territoires des régions du Maroc. Aujourd'hui, ces séries sont restées à leur propre première mission, à savoir celle de guichet unique de création, et encore, c'est fait avec beaucoup de bureaucratie, beaucoup de lenteur et beaucoup de, je dirais, de sclérose. Et on a oublié leur deuxième mission, qui est, à mon avis, la plus importante. Pour revenir au problème des défaillances, il y a l'opportunité aujourd'hui de travailler sur les capacités managérielles des entrepreneurs marocains. Quand vous lâchez un entrepreneur dans un marché sans aucun logiciel de gestion, par exemple, vous l'envoyez à l'échec. Je peux donner pour exemple le secteur des assurances. Aujourd'hui, des agents généraux d'assurance qui font de la collecte de fonds publics, ils deviennent des agents, d'accord, en représentation de grandes entreprises, mais ils les lâchent sur un marché sans aucun logiciel de base de gestion des recouvrements, de gestion des attestations d'assurance, de gestion des facilités, des renouvellements, et les gens travaillent comme ça d'une manière totalement archaïque, et ça mène, moi je connais beaucoup de cas d'agents généraux qui sont tombés dans plein de difficultés à cause de ça. Donc je reviens à la mission de Maroc PME, à la mission et évidemment à la première mission politique de ce gouvernement, c'est qu'il faut réfléchir de manière stratégique, transversale, en profondeur, au redressement productif du Maroc, au redressement entrepreneurial. Il faut accoucher d'une grande stratégie qui va permettre d'engager tout le monde dans une stratégie du développement possible. Et nous avons beaucoup de pays qui ont été des exemples à ce niveau-là. L'exemple de Corée du Sud est à citer un exemple en une décennie. Pas une décennie, en 3-4 décennies, il a raison. Non, les bases de ce développement ont été lancées, assainies. À ce niveau-là, il est impensable que l'éducation reste encore un problème au Maroc. Et tous les ministres parlent de la réforme et on en reste. Et on ne va pas faire un débat sur l'éducation, mais le lien est bien évidemment assez clair et opportun. Hicham Zouberi, entrepreneur, et ça sera le mot de la fin. Je voudrais peut-être une réaction par rapport aussi aux indicateurs de performance qui n'existent pas dans la plupart, en tout cas des CRI. En tout cas, on ne leur a pas livré un mode de fonctionnement qui leur permette d'évaluer leur travail et qui nous permettent aussi et qui permettent surtout aux professionnels que vous êtes, les entrepreneurs que vous êtes, d'évaluer concrètement le travail qui est fait à ce niveau-là des centres régionaux d'investissement. Hicham Zouberi, moi, je voudrais juste revenir brièvement sur les quelques causes que j'avais listées ici par rapport à cette défaillance de cette entreprise au Maroc. Vous avez au niveau des recrutements, c'est-à-dire l'entrepreneur ne trouve toujours pas les bonnes ressources pour l'accompagner dans son entreprise. Le problème du foncier, c'est quasiment inaccessible pour les TPE et les PME. Le problème de l'administration, parce qu'aujourd'hui l'administration, comme j'ai dit tout à l'heure, l'administration a un rythme qui est totalement différent du rythme des entreprises. La solution, c'est quoi? Privatiser? La solution, c'est que, je reviens à ça, c'est les indicateurs de performance et d'évaluation de l'administration. Ouais. Et ce que je demande, je vais en profiter de cette tribune. Normal, justement, excusez-moi, mais c'est pas normal qu'il n'y ait pas de... Je sais pas, je m'adresse à bon entendeur, salut, mais je m'adresse aux gens responsables pour voir comment on peut avoir des indicateurs de performance des fonctionnaires et des gens qui travaillent dans l'administration. Parce qu'il faut que l'administration suive le rythme de l'entreprise. Dernière chose, et je veux profiter de cette tribune pour demander un droit constitutionnel. C'est le droit de l'information. On a besoin de l'information. À chaque fois qu'on rentre dans une administration, on aimerait bien, et à bon entendeur, salut, je le redis encore une fois, c'est d'avoir
devant chaque bureau, à la porte de chaque bureau, la liste des documents qu'il faut ramener et les délais. Point. On n'a pas besoin de revenir 36 000 fois parce que l'entrepreneur a d'autres problèmes à gérer au quotidien qui en fait, à partir desquels sa survie et la survie de son entreprise est tributaire. Fahd Mjabel, expert comptable et commissaire aux comptes pour le mot de la fin. Pour le mot de la fin, je vais reprendre quelques mots d'ailleurs de votre édito. Alors, une entreprise en difficulté, ce n'est pas une fatalité, bien sûr. Toutes les entreprises connaissent des difficultés à un certain stade de leur développement, peut-être aussi au stade de la transmission. Maintenant, concrètement, aujourd'hui, un entrepreneur a des difficultés. À qui il va s'adresser? Il a, on va dire, 3 choix. Le premier choix, c'est de revenir vers sa banque. Il ne trouve pas les coûts nécessaires auprès de la banque. Le deuxième choix, bien sûr, il va voir les autres parties prenantes, d'accord, donc le CRI notamment, etc. Et bien sûr, je tiens bien sûr à ce que ces parties prenantes jouent leur rôle de coordination, qui à mon avis, n'est pas très visible. Le troisième choix, c'est qu'il va vers la justice. Alors, puisqu'on parle bien sûr d'entreprises en difficulté, on ne peut pas se permettre de ne pas parler du projet de loi sur la sauvegarde des entreprises, bien sûr, qui vient de passer dernièrement au Conseil de gouvernement et qui a pour vocation, bien sûr, simplification des procédures au moment des difficultés, conciliation avec les banques avant de rentrer carrément, avant de demander l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire et l'instauration de la procédure de sauvegarde. C'est pour les entrepreneurs, bien sûr. Ils ont la possibilité de bénéficier de cette procédure. Ils vont bénéficier aussi de l'arrêt des cours, des intérêts, bien sûr, à certains moments vis-à-vis des banques. Et si ça ne marche pas, c'est à ce moment-là, bien sûr, qu'ils peuvent s'adresser ou demander l'ouverture du redressement judiciaire. Amine Diouri, il y a aussi cette question de communication et études à info risque pour le mot de la fin. Il y a aussi la question très importante du rôle du syndic et du cahier des charges pour le recrutement des syndics, parce qu'aujourd'hui c'est pas réglementé. Or on sait très bien que dans une procédure de redressement, le syndic a un rôle central, c'est-à-dire que quand on parle des syndics aussi, on aurait pu, mais bon, non, on manque de temps malheureusement, parler de la formation des juges, parce que les juges dépendent de ce qu'on va leur dire au niveau des syndics, et donc ils n'ont pas forcément les compétences nécessaires pour juger de la véracité, de l'objectivité aussi de ce que leur dit les syndics. Malheureusement, il est déjà 15h36. Merci beaucoup donc à nos invités pour leur participation dans Avec ou sans parure. Merci à Fahd Mjabel, expert comptable et commissaire aux comptes. Merci à Amine Diouri, responsable communication et études à Inforisque. Hicham Zoubeidi, entrepreneur. Hamdi Aboularab, professeur universitaire. Merci donc à nos invités pour leur participation dans Avec ou sans parure. Tout de suite, place aux après-midi tentations, c'est jusqu'à 18h. Les nuits magiques, c'est de 20h à minuit en compagnie de Karim Alain Boucher. Excellent après-midi à toutes et à tous sur Lux Radio. Je vous retrouve demain pour un autre débat.